Bonsoir à tous. La nouvelle est tombée ce soir même. Bambutos de Bouddha se retire du championnat Elite One. Le club évoque des difficultés financières dues à la non-tenue de ses promesses par la Fédération camerounaise de football. Bambutos dit n'avoir jamais reçu la prime de 50 millions de francs CFA de la Super Coupe du Cameroun 2022, la prime de 25 millions de francs CFA de vice-champion du Cameroun en 2023, 15 millions de francs CFA comme malheureux finaliste de la Coupe du Cameroun en 2022. Et si l'on ajoute à cela d'autres tracasseries, Bambutos considère que c'est un complot ourdi par la Fédération camerounaise de football afin de faire disparaître le club. Il y a quelques jours, Justin Tagoum, le PCA de Bambutos de Bouddha, démissionnait de ses fonctions. Aujourd'hui, le club se retire complètement des compétitions organisées par la Fédération camerounaise de football, un peu comme l'a fait Joseph Feucheux. Il y a une semaine, le président fondateur de Djiko FC de Banjul se retirait, emportant avec lui son club. Feucheux Joseph conditionne son retour dans le football par le départ de Samuel Eto'o, fils de la Fédération camerounaise de football. Samuel Eto'o, dont ce n'est pas non plus la grande sérénité dans son entourage, secrétaire général adjoint de la FECAFOOT depuis 5 mois environ, Benoît Angwa a quitté le navire et dans sa lettre de démission, l'ancien coordonnateur des sélections nationales dénonce le harcèlement moral, des critiques systématiques et dénigrantes, le refus manifeste de collaboration. Bref, Benoît Angwa dénonce des conditions inacceptables de travail. La démission du secrétaire général adjoint de la FECAFOOT intervient quelques semaines après celle du directeur marketing et aussi après celle de plusieurs autres employés et cadres de la Fédération camerounaise de football. Démission en cascade aussi bien à la FECAFOOT que parmi les présidents de club. C'est quoi le problème? La question est en débat dans 100% Foot sur Equinox Télévision. 100% Foot qui reçoit ce soir Benjamin Amenda. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Cyril, bonsoir à vos téléspectateurs, bonsoir aux copanélistes. Un plaisir de retrouver ce plateau après quelques mois d'absence. En off, on s'est expliqué un peu sur les motifs de mon absence. Et aujourd'hui, j'ai fait cet effort d'être là parce que Equinox, et notamment cette émission, il nous est cher. C'est pour ça que nous faisons l'effort nécessaire pour pouvoir être présent lorsque vous avez besoin de nous et lorsque nous pouvons faire de tout ce que nous pouvons pour être là. Merci pour cette autre invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes membre du conseil d'administration de Yafoot. Ça n'a pas encore changé? Non, ça n'a pas encore changé. Je suis membre du conseil d'administration de Yafoot. Je suis administrateur de football, comme certains au singulier sur ce plateau. Je suis dans le football. Je ne vous apprends rien. Ça fait une quarantaine d'années, on va dire ça comme ça. Nous avons fait toutes nos classes dans ce football et nous y sommes toujours et nous sommes contents d'être là. Tout à fait. Donc à un moment, nous allons écrire l'histoire de ce football parce que nous pouvons le dire très modestement que connaissons une part de l'histoire de ce football camerounais. Dans toutes les dimensions, il faut le dire. Merci d'être venu. Juste en face de vous, maître Éric Bissot. Bonsoir maître. Bonsoir M. Aksiri, bonsoir à tout le panel, bonsoir également à tous qui nous font l'honneur de nous suivre ce soir. Avocat au barreau du Cameroun, vous avez été à la Fédération camerounaise de football, ancien membre de la Commission fédérale d'homologation et de discipline. Ça c'est peu dire, vous avez occupé d'autres fonctions à la FECAFOOT ou bien dans les organes de la FECAFOOT. Ben oui, effectivement, il faut dire que j'ai commencé à faire mes classes à la Ligue régionale de football du centre comme rapporteur de la commission d'homologation et de discipline. Puis j'ai migré d'un cran pour aller à la commission fédérale d'homologation et de discipline. Après avoir été, n'est-ce pas, à la chambre de jugement de la commission éthique, j'ai également été dans la commission du football jeune. Donc je connais un peu la maison, j'y ai fait mes classes. Et jusque-là, je continue à contribuer comme je le peux à l'édification du football camerounais, mais de manière générale, à l'évolution du mouvement sportif camerounais. Merci de nous honorer de votre présence encore sur le plateau de 100% Foot. Merci bien. Sur le plateau de 100% Foot, nous recevons Christian Bala-Mekongo. Bonsoir Christian. Bonsoir Cyril. Bonsoir à tous les autres co-discutants. Bonsoir aux millions de téléspectateurs de 100% Foot.
Donc je suis très heureux, une fois de plus, très honoré par l'invitation et surtout j'espère que le fait d'avoir fait violence au royaume de Morphée sera de nature à satisfaire aux nombreuses attentes du grand public, notamment de la grande maisonnée du football. Donc, membre de la commission d'homologation et des disciplines. Ça, j'allais le rappeler, vous n'êtes pas ancien, vous êtes membre de la commission régionale d'homologation et de discipline dans le centre. Ancien membre de la commission d'éthique, Ligue régionale de football du centre, commissaire de match également, d'élite, ça je tiens à le préciser. Donc, nous essayons tant bien que mal de pouvoir construire effectivement notre schéma directeur. Pour ça, je profite pour saluer, comme il est de tradition, le président du syndicat national des footballeurs du Cameroun, vice-président de la Fédération internationale des footballeurs professionnels, président de la division Afrique des footballeurs professionnels que j'ai nommé le président Jérémy Soranditap, FIFA Legend, expert IFAB, expert CAF. Je vais pas vous demander pourquoi vous alignez toutes ces différentes casquettes et pourquoi ce salut toujours spécial chaque fois que vous êtes sur le plateau de 100% foot. En tout cas, le message passé, comme il est fidèle téléspectateur de 100% foot, il a... Et l'une des meilleures expertises en matière de gestion du football, de la gouvernance du football dans le monde. L'une des meilleures expertises. Merci d'être venu sur le plateau. Le quatrième invité n'est pas le moindre, c'est un confrère. J'aime bien, lorsque je fais les présentations, terminer toujours par le confrère. S'il y a un confrère sur le plateau, Patrice Kamdem Douglas, bonsoir. Bonsoir à Cyril, bonsoir aux millions de téléspectateurs. C'est un plaisir pour moi d'être sur ce plateau pour qu'on parle du foot. Vous savez très bien que j'ai roulé ma bosse pendant plus de 20 ans, rédacteur en chef à la radio FM qui émet sur la bande... Oui, rédacteur en chef qui émet sur la bande 100.1 au quartier de Sos, ici à Yaoundé. Je crois que c'est un plaisir d'être sur ce plateau et je crois que nous allons ensemble examiner les sujets en débat. C'est un débat républicain et nous souhaitons qu'à la fin de ce débat, que les téléspectateurs tirent le meilleur profit de nos échanges. On espère bien. En tout cas, ça a toujours été le cas. Chaque fois, vous avez été sur le plateau de 100% foot. Merci d'être venu. Le plaisir est partagé. Merci à tous les quatre d'être venus sur le plateau de 100% foot. J'aime bien le rappeler. 100% foot, c'est le débat, c'est vrai, mais c'est davantage le jeu. Ici, on privilégie le jeu. Le jeu, c'était la 19e journée du championnat national de football Elite One, Colombe du Djailobo, qui file tout droit vers son titre de champion du Cameroun. Nouvelle victoire de Colombe du Djailobo face à Aigle Royal du Mungo. 1-0. C'était au stade de Bonamoussadi à Douala. Les images sont de Raoul Taboufoué. Nouvelle victoire de Colombe sportif du Djailobo. Cette fois, c'est l'Aigle du Mungo qui a fait les frais à l'issue de cette rencontre de la 19e journée du championnat national de football Elite One. On savait que ça devait être un match très difficile. Avec les changements qu'on a fait, on a pu réaliser notre objectif. Mais je vais du tout féliciter notre organisation défensive, puisque là, notre gardien n'a pas eu, n'est-ce pas, de difficulté à avoir les adversaires de l'Aigle devant lui. C'est pour ça que je dis bravo aux joueurs et bravo à toute l'organisation. Les choses n'ont véritablement pas été faciles. Après plusieurs ratés, dont celle-ci, où deux attaquants de Colombe se mêlent les pinceaux, il a fallu attendre pratiquement la fin du match, notamment la 88e minute, pour voir l'ouverture du score. On a perdu un match au moment où il ne fallait pas, un peu d'immaturité des enfants. Quand vous jouez un match comme celui-ci, où vous voyez que vous n'avez plus les faveurs de l'arbitrage, vous jouez autrement. Bon, psychologiquement, on n'a pas su gérer ça. Je crois que ça aussi, ça doit être une partie des séances d'entraînement qu'on doit faire. Comment jouer contre un arbitre qui met une barrière à 5 mètres et tout ça, et quand on bouscule. Cette réalisation de Hamidou Hamza en toute fin de partie est l'unique du match. Si Colombe file tout droit vers le titre de champion du Cameroun, c'est plutôt un coup d'arrêt pour Aigle Royal du Mungo après 3 victoires d'affilée. Et Laurent Jam, l'entraîneur de l'Aigle Royal du Mungo, qui en veut aux arbitres, aux officiels de ce match, après 3 victoires coup sur coup d'arrêt donc pour l'Aigle du Mungo, mais qui ne se porte pas si mal que ça dans ce championnat. L'équipe nouvellement admise
en Elite One, Aigle Royal du Mungo. Il y avait un deuxième match au stade de Bonamou Sadi à Douala. Bon déplacement de AS Fortuna d'un fou qui est allé brûler la politesse aux Astres de Douala, les Brésiliens de Bepanda qui n'ont pas porté leur nom à l'issue de ce match de la 19e journée. Victoire de AS Fortuna, 2-1. Les images, une fois de plus, sont signées Raoul Taboufoui. La pelouse du stade de Bonamou Sadi à Douala perd un peu de sa superbe. N'empêche, les 22 acteurs se donnent coup pour coup pendant les 45 premières minutes. Les loupés se succèdent. Entre les Astres de Douala, tout de vert vêtu, et AS Fortuna d'un fou, en rouge et noir, le score est de 0 but partout à la pause. Au niveau du milieu de terrain, on n'a pas été entreprenant. Les gars ne venaient pas chercher le ballon, les sorties de balle n'étaient pas bonnes. Et quand les sorties de balle ne sont pas bonnes, automatiquement on ne peut pas produire du jeu. Et il faudrait qu'on essaye de voir qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi est-ce que les gars étaient très timorés. C'est au niveau de l'envie, je ne sais pas, c'est au niveau mental. Moi j'ai l'impression que c'est beaucoup plus au niveau mental. Quand on n'est pas entreprenant, ça veut dire qu'on a peur de prendre des risques, et quand on a peur de risques, c'est un problème psychologique. À la reprise, 54e minute, corner pour les Astres de Douala. Dans un cafouillage, Dylan Hachimi pousse le ballon en direction des buts. Un défenseur croit avoir sauvé son club, mais pour l'arbitre, le ballon avait bel et bien franchi la ligne. 1-0 pour les Astres. Les Astres dès lors ont le vent en poupe, mais Fortuna va se réveiller. 79e minute, Mfumu hérite d'un ballon après un joli numéro de l'un de ses partenaires. Son tir à l'angle fermé offre l'égalisation à AS Fortuna. On savait que notre adversaire sortait d'une défaite comme nous, donc ils avaient envie. Mais dès l'entame de la rencontre, je pense qu'on s'est rendu compte qu'on avait la place pour pouvoir gagner la rencontre. C'est vrai qu'on a été un peu assommé avec le but des Astres. On s'est remis en question, on n'a pas baissé les bras, on a continué à travailler. Après avoir remis les pendules à l'heure, AS Fortuna maintient la pression. Au bout du temps additionnel, 93e minute, coup franc. D'un boulet de canon de 45 mètres, Franck Achama fusille le portier adverse et scelle définitivement le sort des Astres de Douala. Ça fait du bien, On sort d'une défaite face à Panthère du côté de Banjul. Il fallait à tout prix lever la tête. Je pense que ce qu'on a fait, c'est une victoire de la résilience, une victoire, on est allé chercher au fond des tripes. Je pense que les joueurs sont tout à félicités, ainsi que tout l'encadrement qui les accompagne. Mené 1-0, AS Fortuna remporte finalement le match 2-1 et repart avec les 3 points de la journée. AS Fortuna qui est allé brûler la politesse aux Astres de Douala avec 25 points. Les Astres ont besoin de 7 points pour sceller le maintien en Elite 2. Il y a encore 11 journées, en Elite 1 je veux dire, il y a encore 11 journées, mais avec 25 points, ils estiment qu'il leur faut 7 points pour que le maintien soit assuré. Et pour cela, il faudra cravacher dur, notamment battre Coton et battre Gazelle. Ce sont les 2 prochains matchs des Astres de Douala. On va écouter Gabriel Zabo, l'entraîneur des Astres de Douala. Mathématiquement, nous sommes loin de ce que nous avions produit, n'est-ce pas, à la fin de la phase aller. Donc, il faudrait qu'on se remette rapidement, qu'on remette la terre à l'endroit pour pouvoir, n'est-ce pas, aller chercher les 7 points qui nous restent pour le maintien. Nous avons 2 matchs difficiles devant nous, Gazelle et Coton. Il faut qu'on ait, n'est-ce pas, un peu plus d'envie, qu'on ait quelque chose, n'est-ce pas, en dehors de ce qu'on va produire, n'est-ce pas, sur le terrain. Il faudrait qu'on aille chercher dans nos tripes. 7 points encore pour le maintien. Et parmi les 7, il y a 6 contre Gazelle et Coton. Il va falloir aller chercher déjà ces 6 points-là
contre Gazelle et Coton et négocier un dernier point contre notre adversaire afin d'assurer son maintien. On va récapituler l'ensemble des résultats de cette 19e journée du championnat Elite One, les résultats qui s'affichent. Coton Sport justement qui a battu Stade Renard de Mélon 2-0, 3-0 pour Gazelle qui enfonce un peu plus encore Union Sportive de Douala. Dynamo de Douala est allé battre Bamboutos à Boudamem 1-0, 0 partout entre PWD et Young Sport Academy, 1 but partout entre Panthère Dundee et Victoria United de Limbé. Et on l'a vu tout à l'heure, victoire de AS Fortuna, 2-1 face aux Astres de Douala, 1-0 pour Colombe face à Aigle du Mungo. Le canon sportif de Yaoundé à Yaoundé justement, stade annexe numéro 1. Après le cafouillage dans la programmation de ce match, d'abord au stade annexe, ensuite à Olymbe, et puis on revient au stade annexe. Finalement, le canon l'emporte 1-0. Au classement non officiel, à l'issue de cette 19e journée, Colombe, solide leader, 44 points. Gazelle, 38 points. Coton Sport de Garoua, 33 points. Voilà le TSC de tête. À la 4e position, il y a Panthère, il faut le signaler également, 31 points. Et maintenant, les 4 pour l'enfer, si le championnat devait s'arrêter à ce niveau, 13e, Dynamo de Douala, 17 points. 14e, Bamboutos de Bouda, 17 points. 18e, Union Sportive de Douala, 16 points. Et 16e et bon dernier, Young Sport Academy de Bamenda, 15 points. Alors, Patrice Kamdem, il faut avoir peur pour l'Union et Bamboutos notamment. Bon, c'est vrai, le cas de Bamboutos est scellé, peut-être pour l'Union de Douala. Oui, je crois que lorsque nous regardons un peu après la 19e journée, on constate qu'il y a lieu de craindre. C'est-à-dire que l'Union de Douala qui dégringole et son président général, Paul Capcomonier, a jeté l'éponge parce que ça ne va pas. Jonke Bonaventure appelé à la rescousse pour sauver les Nassara. C'est très pénible. Pourtant, une équipe qui a écrit les plus belles pages de l'histoire du football camerounais, mais c'est très difficile, il faut le reconnaître. Ce n'est pas fini, puisqu'il reste encore 33 points à glaner. 33 points, c'est possible. Jonke Bonaventure, c'est un grand entraîneur, c'est un grand coach. Il peut bien sauver l'Union de Douala, mais il va falloir que le management de l'Union s'améliore. Vous savez qu'il n'y a plus de mercato, il faut faire avec les joueurs disponibles, il faut savoir tenir un discours, il faut savoir mobiliser les joueurs, parce que l'Union ne doit pas descendre. L'Union, c'est le seul club qui n'a jamais connu de relégation. Oui, donc peut-être ça peut arriver cette saison. Hein. Disons, on ne souhaite pas au Kamakai, Nassara, parce que l'Union de Douala, c'est toute une histoire, comme le Canon, comme la Dynamo, comme le Racing de Bafoussam. C'est des clubs communautaires mythiques. Il faut éviter la relégation. Je dis bien, le top management de cette équipe travaille d'arrache-pied. John Keb également, c'est un coach assez sérieux. Souhaitons qu'ensemble, qu'ils regardent dans la même direction et qu'ils trouvent la formule juste. Comme nous avons vu du côté de Young Sport de Bamenda, où Alexandre Bedinga a enchaîné 2 victoires, 2 matchs nuls, et Young Sport est en train de sortir progressivement de la zone des relégations. Et il est venu, il n'a recruté aucun joueur. C'est le discours, c'est sa façon d'entraîner, parce que c'est un entraîneur assez capé. Et on espère que dans l'Union, on peut faire comme à Young Sport. Ce n'est pas fini. J'ai dit bien encore 33 points à glaner, et souhaitons tout simplement que le top management de l'Union de Douala travaille sérieusement, qu'il motive les joueurs, parce que le problème de l'Union, comme dans les autres clubs, c'est un problème de financement. L'argent est rare, il faut encourager les joueurs, il faut les mettre dans de bonnes conditions, et je crois que la mayonnaise va prendre. Alors, Christian Balamekongo, peut-être un dernier mot avant de passer à autre chose. Hein. On a vu le cas des Astres de Douala, Gabriel Zabo dit qu'ils ont besoin de 7 points encore. Ils sont à 25, oui. Plus 7, ça va faire 32. Le maintien sera assuré, sauf qu'il faut passer par Coton et Gazelle aussi. Oui, naturellement, il faut passer par Coton et Gazelle, entre autres, puisque nous avons encore, si on s'en tient à ce qui fait office de calendrier de championnat, 11 journées encore à disputer. Ça veut dire que jusqu'à la fin de la saison, tous les points sont encore possibles, et c'est la raison pour laquelle j'ai apprécié la parade sémantique selon laquelle classement non officiel. Parce qu'il faut expliquer aux téléspectateurs que jusqu'à présent, jusqu'au moment où nous sommes rentrés dans ce studio, l'ensemble des résultats finaux dits de la phase aller n'ont toujours pas fait l'objet d'une résolution
portant homologation des résultats de la phase aller et pour enclencher la phase retour. Il faut expliquer aux téléspectateurs que à la suite de la sentence confirmative du tribunal arbitral du sport relativement au retrait des compétences au niveau de l'organisation des championnats d'élite, il revient désormais au secrétariat général de la Fédération camerounaise de football d'opérationnaliser l'organisation des championnats. Donc par conséquent, l'homologation est donc du ressort d'abord tel que les règlements généraux l'ont prévu aujourd'hui, puisqu'il y a eu une espèce de scission, parce que il y a ce qu'on appelle aujourd'hui les homologations administratives qui sont du ressort du secrétaire général, et vous avez les homologations dites techniques qui sont du ressort de la commission d'homologation. Donc de manière combinée, l'ensemble de ces résultats font donc l'objet d'une résolution par devant le comité exécutif, ce qui n'est pas encore le cas jusqu'au moment où nous parlons. Donc aujourd'hui, tous les clubs essaient dans la mesure du possible de sauver ce qui est l'essentiel dans un contexte extrêmement difficile, parce que justement, comme le rappelait Patrice tout à l'heure, les 2 périodes probatoires définies pour les enregistrements sont terminées. Celles-là sont définies par la FIFA, donc il revient maintenant à chaque structure de pouvoir justement faire avec le matériau dont il dispose. Lorsqu'on sait aujourd'hui que les conditions de déplacement ne sont pas du tout évidentes, il faut pouvoir gérer les cas de déplacement avec les situations de fatigue. Il faut éviter d'exposer les joueurs aussi également aux situations de blessures. Et à ce moment-là, pour les staffs techniques, généralement, ce n'est pas très évident de pouvoir gérer ces différentes ossatures. Donc, nous en tournons effectivement à ce que nous observons aujourd'hui. C'est extrêmement difficile pour les uns et les autres. Techniquement, ce n'est pas très évident de pouvoir apprécier quelque chose. Pour preuve, vous avez vu, nous n'avons pas pu nous qualifier pour l'édition du CHAN. 2 CAN juniors, du moins, nous avons vu 2 CAN juniors où nous n'avons pas pu nous qualifier, autant pour moi. Tout cela est un indicateur de ce que, sur le terrain, il va falloir véritablement engager une autre réforme de rupture en ce qui concerne l'organisation des championnats, tant au niveau amateur qu'au niveau de l'élite. Alors, vous êtes rentré rapidement dans l'organisation du championnat. Je voulais qu'on reste sur la 17-19e journée. Alors, ça va de pair. C'est l'arbitre que j'interroge spécialement, Benjamin. C'est l'arbitre que j'interroge. Vous avez suivi, il y a eu quelques récriminations et ce ne sont pas les seuls d'ailleurs. L'arbitrage, apparemment, c'est un problème. C'est un problème qui dure, depuis l'arrivée de cet exécutif, hein, vous le savez. Ah bon? Ben, vous le savez. Donc les arbitres sont mauvais seulement depuis 2021 J'ai dit que le problème existe, je n'ai pas dit que les arbitres sont mauvais. Le problème existe parce que depuis 2021, la saison 2021-2022, on a commencé à décrire l'arbitrage. Vous vous rappelez bien que les arbitres ont été bastonnés sur les stades. Vous vous rappelez que les arbitres ont fait l'objet d'un certain nombre de récriminations des présidents de club. Et ça, c'est vrai. Je suis arbitre, je vous dis que c'est vrai. C'est pour ça que moi, il m'est difficile de porter un jugement de valeur sur ce championnat. Pourquoi? Vous ne pouvez pas déplacer 4 arbitres qui partent de Bamenda pour aller diriger un match à Garoua, alors qu'ils ne perçoivent même pas 5 francs. Vous voulez qu'ils aillent diriger avec quel état d'esprit? Vous avez Ngouables qui est parti de Bamenda, vous avez Ndjonfan qui est parti de Boya, vous avez Che qui est parti de Bamenda pour aller diriger un match à Garoua. Ça fait pratiquement 1400 km qu'il faut parcourir. Et donc, ils font exprès de mal diriger? Ils ne font pas exprès. Ils sont fatigués. Vous vous rappelez qu'à la première journée, on a failli perdre un arbitre. Parce qu'il a été appelé jeudi soir pour prendre la route pour Garoua, partant de Boya. Il a fait un voyage d'une journée, pratiquement de 2 jours. Il est arrivé à Garoua à 11h pour diriger un match à 15h. Il est tombé sur le stade. Il a fallu le réanimer. Et c'est le cas pour les autres. Lorsqu'ils arrivent, ils dorment dans quelles conditions, dans quel état d'esprit peuvent diriger valablement un match? Je ne les accuse pas de manquer d'éthique, mais je vous dis, ils sont humainement quand même, c'est des hommes. Ils ont quand même des insuffisances normales. Comment vous allez faire pour diriger un match sous la chaleur de Garoua? Vous savez qu'à Garoua, nous sommes quand même à 42. Non, l'entraîneur de Aigle du Mungo qui disait qu'il va désormais entraîner ses joueurs. Comment jouer contre un arbitre? D'abord contre l'adversaire et contre l'arbitre aussi. Mais c'est bien de ça que je parle. Et c'est le cas aussi pour ceux qui viennent ici. Les gars qui partent de Maroua pour venir diriger des matchs à Yaoundé. Comment ils font? Alors qu'ils ne perçoivent pas le moindre franc pour le faire. Dans quel état d'esprit ceux-là vont diriger le match? C'est là que moi je dis, porter un jugement de valeur sur ce championnat, je crois que c'est ne pas connaître le football. Parce que le football, c'est cela. C'est l'arbitrage d'abord. Regardez dans quelles conditions on met les arbitres. Allez en Côte d'Ivoire.
Ils sont salariés actuellement, en élite. Il n'y a pas de problème d'arbitrage là-bas? Non, vous n'entendez pas parler de problème Aucun acteur ne se plaint après le match? Non, en dehors des erreurs humaines, il n'y a pas des erreurs manifestes, voulues. Il n'y en a pas. Il D'accord. n'y en a véritablement pas. Donc aujourd'hui, ne tirez pas sur ces enfants-là. Ils font ce qu'ils peuvent faire. Parce qu'il faut se battre pour trouver le moyen de transport, pour trouver comment aller passer la nuit, pour trouver qu'est-ce qu'il faut manger. Donc, ils font ce qu'ils peuvent faire. Et je suis d'accord avec l'entraîneur de Aigle du Mungo qui dit qu'il faut apprendre maintenant à jouer contre les arbitres. Le club a deux adversaires désormais. Peut-être qu'il l'a mal dit. L'équipe qui est en face et l'arbitre aussi. Peut-être qu'il l'a mal dit, à jouer contre les difficultés que rencontrent les arbitres à venir diriger les matchs. Ils ne le font pas de manière manifeste, de manière express, comme on dit. Mais ils sont obligés de faire un certain nombre de choses. Parce que moi, j'ai été arbitre lorsque j'étais à Gawa. Vous vous rappelez que vous allez faire 1500 km, vous n'avez pas 1000 francs dans la poche. Comment vous faites? Alors, maître, après 19 journées, quel est votre regard sur votre championnat, sur ce championnat? On a des clubs qui vont désormais s'entraîner pour affronter deux adversaires. C'est-à-dire le club, l'équipe qui est en face, et maintenant l'arbitre. L'arbitrage, c'est un problème dans ce championnat, apparemment. Je voudrais d'abord me réjouir de savoir que le championnat se tient effectivement dans sa phase de retour. Vous savez qu'un collectif de présidents de club est souvent passé sur vos plateaux pour vous indiquer que cette phase de retour ne se tiendra pas. Au nom de ce que leur désirata ne serait pas satisfait du côté de la Fédération camerounaise de football. J'avoue ne pas connaître les raisons pour lesquelles ils se sont dit. Ils sont en train de jouer maintenant. Mais voilà. Même les arbitres aussi sont menacés. Hein? On est habitué un peu à ces tangos. Mais je suis quelque peu heurté de savoir que sur ce plateau, il y a un arbitre qui semble justifier, n'est-ce pas, les errements. Le mauvais arbitrage. Le mauvais arbitrage de ses collègues. Sous le fallacieux peut-être de ce qu'il serait maltraité par la fédération ou alors qu'il ne serait pas dans les bonnes conditions. J'ai envie de dire aussi que je ne sais pas qu'est-ce qui peut animer un être humain à vouloir se porter au sacrifice suprême s'il n'en a pas les moyens. Mais si vous êtes à, je ne sais pas quoi, Idenao, et qu'il ne faut pas vous rendre à Garoua, dites à votre employeur que vous ne pouvez pas y aller parce que vous n'avez pas les moyens logistiques ni les moyens physiologiques pour y aller. N'y allez pas comme si on vous avait planté un pistolet sur la tempe pour aller baiser le résultat d'un match. Je voudrais également dire que s'il faille noter le mauvais arbitrage, on aurait pu nous sortir sur ce plateau des statistiques des réserves techniques qui sont portées lors des rencontres. Vous verrez qu'il y en a très peu. Comme toujours, les acteurs ne posent pas les bons actes et vont tous se plaindre en dehors. On ne peut pas jouer le football contre son adversaire et contre l'arbitre en même temps. Non. Je pense que les règlements... Mais un entraîneur l'a dit, hein? Par ignorance. Il y a beaucoup d'ignorance dans le milieu du football. Ça, il faut le dire. On n'a pas besoin de jouer contre l'arbitre. C'est pourquoi on peut formuler les réserves de qualification. C'est pourquoi on peut formuler les réserves techniques. C'est pour tout cela. Mais vous ne pouvez pas venir dire que... Sinon, il y aurait même une égalité numérique. Parce que vous ne jouez plus à 11 contre 11. Vous jouez à 11 contre 12 à ce moment-là. Voire même 15, puisque les arbitres sont 4. Bon, voilà, c'est plus possible. Donc, c'est une incongruité, c'est une hérésie de dire qu'on joue contre l'arbitre. On ne peut pas justifier, n'est-ce pas, le manquement professionnel de ces arbitres pour le simple fait qu'ils ne seraient pas mis dans les bonnes dispositions. Je pense qu'on peut s'y prendre autrement. Il s'agira essentiellement de se mettre à table avec le bailleur de compétition pour lui faire part de l'ensemble des difficultés auxquelles on fait face et pour y trouver des solutions. Ce n'est pas une affaire de bricolage. Ce n'est pas une affaire d'à peu près. On va se dire, comme nous n'avons pas été payés ou comme nous ne recevons pas nos primes, alors on peut désormais aller dealer. Tantôt avec les clubs qui reçoivent, ou alors tantôt les clubs qui Mais les arbitres sont à la merci des clubs, apparemment. S'il se trouve qu'ils soient à la merci des clubs, c'est du fait de leur propre volonté et pas d'une autre. D'accord. Alors, on parle des clubs. Venons-en à cette situation dans les clubs. On l'a appris en entrant dans ce studio, hein. Le désistement de Bamboutos de Bouda. Je vous lis, hein, on a le courrier de Bamboutos de Bouda. Je vous donne lecture de quelques extraits, notamment les dénonciations faites par Bamboutos de Bouda. Sur le plan financier, nous n'avons pas reçu les primes prévues par la Convention, notamment la prime réservée aux vainqueurs de la Super Coupe 2022-2023, 50 millions de francs CFA, vice-champion du Cameroun 2023, 25 millions,
finaliste malheureux de la Coupe du Cameroun 2022, 15 millions. Sans oublier la quote-part de la prime de sponsoring et la rétrocession pour le compte de notre club de la Somme, représentant le pourcentage de 50% des entrées financières en termes de billetterie. Sur le plan sportif, nous constatons que notre club est victime d'une cabale orchestrée par les dirigeants de l'instance fêtière. Les officiels faussent constamment les résultats de nos matchs avec des effets immédiats sur notre classement, dont beaucoup de récriminations faites par Bamboutos Football Club de Bouda. Mais avant Bamboutos, Feutu FC, je le disais, s'était également retiré des compétitions. On met également en avant les motifs financiers, subventions de l'État de ces 3 dernières années qui n'ont pas été versés au club. Pourtant, la FECAFOOT les a perçus de l'État. Ça, c'est Feutu qui écrit. L'agent du sponsoring MTN, trucage de match, arbitre monté par, ici nommément, Samuel Etofis, pour détruire les présidents du club, suspension des responsables soit de 5 ans, soit de 10 ans, refus de faire participer certains clubs aux compétitions internationales. Il prend le cas de Bamboutos de Bouda. Autant de récriminations. Et il dit même que certains clubs ont porté plainte au TCS contre le président de la FECAFOOT, mais en attendant que justice soit faite, il se retire et conditionne désormais son retour dans les affaires du football par le départ du président actuel de la Fédération camerounaise de football. Réaction, Patrice Kamdem? Non, moi je pense que c'est très grave. Hein. On se retrouve dans une situation assez compliquée. Il y a péril dans la demeure. Parce que ce soit Djiko de Banjoun ou Bamboutos, il y a un problème d'argent qui se pose. Et les clubs aujourd'hui se retrouvent dans une situation difficile. C'est vrai que j'entends des gens dire non, les présidents des clubs ne sont pas sérieux, ce sont des escrocs, ils vendent des joueurs, ils ne rendent pas compte à la FECAFOOT. Mais les gens doivent savoir que l'État du Cameroun avait pris l'engagement d'appuyer les clubs. Et je rappelle d'abord qu'en 2011, on avait mis sur pied la Ligue de football professionnel avec le général Pierre Semengue. Pendant plus de 10 ans, l'État a mis plus de 10 milliards de francs CFA pour soutenir le football dit professionnel. Alors, aujourd'hui, tout calcul fait, rien ne bouge, à raison de 560 millions pour le complément salarial et 560 millions de francs CFA, dont 25 acteurs devaient être pris en charge en Elite One, soit 22 joueurs et 3 encadreurs. 100 000 francs CFA pour chaque joueur en Elite One et 50 000 francs CFA pour des joueurs en Elite 2. Malheureusement, nous sommes déjà en 2025, la mayonnaise ne prend pas. C'est quoi le problème? En décembre dernier, le SGPR avait instruit effectivement quand même qu'il y ait une perfusion financière. On devait organiser le championnat de location des stades et autres, et location des stades et l'organisation, paiement des officiels et autres. Et 560 millions de francs CFA pour le complément salarial des footballeurs. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne nous explique pourquoi 560 millions de francs CFA n'arrivent pas dans les poches des clubs. C'est quoi le problème? C'est disponible? On ne sait pas. Personne ne communique, ni la FECAFOOT, ni le ministère des Sports et de l'Éducation physique. Pourtant, le ministre des Sports et les clubs s'étaient réunis. Et ensemble, nous avons cru qu'ils ont trouvé effectivement la stratégie pour pouvoir mettre à la disposition des clubs cette somme. Malheureusement, jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de communication à ce sujet. C'est très grave. Je ne sais pas pourquoi l'État du Cameroun ne réagit pas jusqu'à ce jour. Et voyez-vous, les recettes, ça ne suit pas. On joue un match, il n'y a pas assez de gens dans les stades, et après les recettes disparaissent. On ne sait pas pourquoi. Les batailles autour de la répartition des recettes. Voyez-vous, il y a encore 2 millions, un peu plus de 2 millions de francs CFA dans une gendarmerie. C'est encore la gendarmerie à Douala. Un match Union contre Dynamo. Voyez-vous donc, et tout ça, ça décourage. Ça décourage. Les gens ne vont même plus trop dans les stades. Donc, voilà autant de difficultés qui ne permettent pas au club vraiment d'avoir un peu d'argent. Vous allez me dire, non, on ne peut pas créer son club ou bien son entreprise et qu'on finance. Non, c'est un faux débat. C'est un faux débat. Le vrai débat, il est où? Le vrai débat est le suivant. Si l'État a décidé d'accompagner le football dit professionnel, il faut qu'il y ait transparence dans la gestion. Je vous dis encore qu'il y a la loi de 2013. Le législateur a prévu des incitations fiscales qui permettent tout simplement aux privés
de pouvoir accompagner le football du professionnel jusqu'à hauteur de 5% d'exonération du chiffre d'affaires. Demandez-vous pourquoi les hommes d'affaires ne mettent pas l'argent dans le football. C'est un problème de confiance. Il y a trop de désordre, trop de bruit. C'est ça le problème. Mais j'ai dit que la loi de 2013 a prévu cela. C'est-à-dire que si vous mettez de l'argent dans le foot, vous bénéficiez d'exonération fiscale jusqu'à 5% de votre chiffre d'affaires. C'est quand même considérable. Mais et jusque-là, personne ne vient. Ça ne vient pas. Ça veut dire que, ça veut dire que l'environnement du football est malsain. Les hommes d'affaires n'aiment pas là où il y a le bruit. On ne peut pas s'amuser comme ça. D'accord. Alors, Benjamin, vous êtes responsable, vous êtes dans un club, conseil d'administration Yafoot. Je vous pose une question comme ça. Hein. À quand la lettre de démission de Yafoot? Yafoot se retire quand? Non, nous ne sommes pas rentrés dans une course de démission, vous savez bien. Chaque club est géré suivant son mode de fonctionnement. Nous, à Yafoot, nous avons un conseil d'administration qui se réunit régulièrement. Et pour le moment, le problème a été posé, mais j'ai envie de vous dire ici qu'aucune décision n'est encore prise. Donc vous y réfléchissez quand même? Oui, absolument, absolument, parce que vous ne pouvez pas, vous savez, vous ne pouvez pas vous attendre à recevoir de l'argent. Il faut le dire, c'est depuis 3 ans que l'État a mis de l'argent pour les clubs professionnels. Et depuis 3 ans, aucun club n'a rien perçu. C'est-à-dire que chaque année, l'État met 560 millions. C'est ce que Djico dit là. Hein? Oui, chaque année, 560 millions, mais aucun club n'a rien perçu depuis 3 ans. Alors nous attendons donc que tout ce qui a été engagé comme démarche au niveau du ministère des Finances, au niveau de la primature, au niveau du ministère des Sports et de l'Éducation physique, que ces démarches-là puissent éventuellement donc le problème n'est pas la FECAFOOT. Le problème est posé. Le problème n'est pas la FECAFOOT alors. Vous savez, la FECAFOOT reste sourde à tout ce que nous avons fait. Il faut le dire. La FECAFOOT se comporte comme ce dictateur-là qui ne veut pas entendre un autre son. C'est tout. Voyez-vous, je suis arbitre, je suis dirigeant de club. Vous savez bien que l'État a débloqué de l'argent pour les arbitres. Mais l'État dit avoir débloqué, mais est-ce que c'est disponible? C'est la question que je posais à partir de tout à l'heure. La disponibilité ne pose aucun problème puisque le ministère des Finances a instruit effectivement que cet argent soit débloqué. Vous voulez encore qu'il le fasse? Que c'est le pape qui vienne débloquer de l'argent? La présidence a débloqué l'argent, a donné l'autorisation au ministre de débloquer l'argent. Le ministre des Finances l'a fait en précisant que voilà comment ça doit être géré. Ah, donc même la clé de répartition a été faite. Elle a été faite. Mais aujourd'hui, rien n'a été fait parce que, semble-t-il, il y a un bonhomme qui se prend pour Dieu le pape, qui dit qu'il ne fait rien. Puisque quelqu'un vous demande les justificatifs, de quel justificatif vous parlez? Vous n'avez rien perçu, mais vous voulez justifier quoi? Mais on a envoyé l'ANFC au sein des clubs, vous avez non, l'ANFC n'est jamais passé chez nous. L'équipe de Lucien Bétomont. L'ANFC n'est jamais passé chez nous. Et même s'il arrivait que cette année se passe, elle allait vérifier quoi? Vous n'avez rien donné, vous voulez vérifier quoi? Dites-nous ce que vous voulez vérifier. L'État a demandé qu'on vous donne l'argent depuis 3 ans, vous n'avez rien reçu. Mais vous venez demander les justifs de quoi? Mais de rien. D'accord. Alors, maître, est-ce que vous comprenez ces récriminations des présidents de club? Les présidents de club font des récriminations mal à propos. Mal à propos, pourquoi? Parce qu'ils feignent de ne pas savoir ce qu'il en est exactement dans le cadre de cette affaire. Il faut l'indiquer ici, l'État du Cameroun ne doit rien au club professionnel de football. L'appui aux compléments salariaux, tel que l'indiquait M. Kamdem, concerne essentiellement les joueurs de football professionnel et 3 encadreurs techniques. Lorsque vous avez identifié ces parties, vous comprenez qu'elles sont différentes de ce qu'on dénomme un club de football. Il faut commencer par là. Identifier d'abord les parties. Qui peut revendiquer? Ce n'est pas le club. Ce sont les joueurs et les encadreurs techniques. C'est à eux qu'on doit le complément salarial. Et donc on peut considérer que s'ils ne disent rien, c'est qu'ils ont peut-être reçu quelque chose là-bas. Je n'en sais rien. Moi, je ne vais pas me prononcer sur ce qui passe sous la main. Mais je dis à tout le moins, voilà le principe sur le postulat. Parce que si on vous dit que cet argent appartient au club, ça veut dire que le club peut en disposer comme ils veulent, notamment aller satisfaire notre poche de dépenses. Or, cette dotation est spéciale, qui est orientée essentiellement pour servir les appoints salariaux. Le problème ici est que justement, lorsqu'on vous dit de l'autre côté qu'on ne sait pas pourquoi on demande justification, mais écoutez, le principal ici, dont on doit vous justifier, c'est d'abord le paiement du salaire. C'est ça le principal. L'accessoire maintenant,
c'est bel et bien le complément salarial. Autrement dit, pour aspirer à se voir octroyer le complément salarial, il faut justifier de la perception du principal que le salaire. Parce qu'en droit, l'accessoire sur le principal. Mais les clubs vous répondent que l'État n'a pas posé ces conditions. Hein. L'État, en débloquant l'argent, a simplement dit il faut les virer au club. Mais vous dites aux joueurs. Le problème que vous avez, vous, et ces présents-là, c'est que chaque fois que vous venez nous expliquer les choses, vous voulez toujours vous en offusquer et vous êtes tourné après justement, les questions que je pose, c'est pour que vous expliquiez. Parce que l'amalgame que les présidents de clubs, qui ne sont pas les clubs, ça il faut le dire. J'ai toujours dit sur votre plateau aussi, je le réitère, un président de club n'est pas le club. Premier point. Deuxième point, l'amalgame que les présidents de club veulent entretenir, c'est de faire croire qu'on doit de l'argent au club. Je viens de vous donner la précision que cet argent-là est destiné seulement aux joueurs et à 3 encadreurs techniques. Une fois qu'on a vaincu cet amalgame, on comprend très bien que les personnes assez habilitées pour revendiquer cet argent, ce sont justement celles que je vais identifier, à savoir les clubs et les encadreurs qui peuvent donc maintenant... Les joueurs, vous voulez dire? Les joueurs et les encadreurs techniques qui peuvent donc maintenant, à bon droit, donner mandat. C'est eux qui doivent donner mandat au président de club d'aller solliciter cet argent, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Auquel cas, tant que cela n'est pas fait, si un président veut agir dans ce sens-là, il doit pouvoir à tout le moins justifier du procès verbal d'une assemblée générale où une résolution a été adoptée qui le mandate pour aller réclamer quoi que ce soit, ce qui n'est pas fait. Aujourd'hui, ce qui se faisait avec la LPC voudrait avoir cours encore aujourd'hui où on faisait du chantage, où on disait si vous ne nous payez pas, on ne joue pas. C'est ce qui s'est passé avec la phase aller. Heureusement qu'on leur a fait comprendre que celui qui ne joue pas sera sanctionné. Il y a quand même 8 mois. Hein? Je l'ai développé. Je parle de la phase aller, nous sommes dans la phase de retour, ce n'est pas passé 8 mois. Non, je dis avant même que cette phase aller ne démarre, on a attendu 8 mois, c'est ce que je veux dire. Est-ce qu'on doit vous rappeler qu'entre-temps, il y avait le calendrier de la Coupe du Cameroun, qu'on devait d'abord attendre, après ça, il fallait qu'une assemblée générale se tienne avant le début de la compétition. Tout à fait. Donc, il faut à toutes les fois pouvoir indiquer aux autres quel est leur rôle, quel est leur droit, mais davantage aller toujours estiper le bon problème juridique. Qui a droit à quoi? Mais toutes les fois que des intrus vont prendre sur eux de jouer, d'être, n'est-ce pas, j'allais dire calife à la place de calife, leurs désirata ne seront pas satisfaits. Je vous avais indiqué sur ce plateau que ceux qui sont allés s'asseoir au ministère pour aller faire des revendications n'auront pas gain de cause. Il paraît qu'ils avaient même déposé les RIB, les RIB jusqu'à aujourd'hui. Ça a couché d'une souris. Parce que je vous ai indiqué que tout cela se règle à l'intérieur de la cuisine FECAFOOT. La FECAFOOT n'est pas un tiers. C'est leur association. C'est eux les sociétés de la FECAFOOT. Et s'ils ont des désirata à exprimer, c'est au cours de leur assemblée générale et non pas dans la rue. Je crois qu'aujourd'hui, les faits me donnent raison. La prochaine fois, j'ai fait la consultation gratuite de votre plateau. J'espère que je serai payé. Il y a un responsable de club là, il vous suit attentivement. Vous allez réagir. Lui, il n'a pas encore parlé sur la question. Il faut de la forme, pour rien. Alors, Christian, écoutez donc le développement de Maître. Je vous sais proche du SYNAFOP. Et les clubs, le plus souvent, leurs revendications, ils les servent via le SYNAFOP. Est-ce que donc, les clubs qui sont fondés, les joueurs, je veux dire, qui sont fondés d'après le développement de Maître, à revendiquer quoi que ce soit, est-ce qu'ils l'ont fait, ne serait-ce que par la voix du SYNAFOP, qui est leur association, leur syndicat en fait? Proche du SYNAFOP et très proche du président. Je tiens à préciser également pour dire que le président du SYNAFOP n'est pas le SYNAFOP. Donc, mais je voudrais rester vertical relativement au sujet, puisqu'ici nous avons deux prétextes. Nous avons les cas de Feuthieu, nous avons les cas de Bamboutos. Donc, et laisser les deniers publics. Parce qu'il faut expliquer aux téléspectateurs que le championnat est avant tout un produit. Et le produit, lorsqu'il est pensé, génère des revenus. Et ce sont ces revenus qui, par le biais du ruissellement, sont reversés à l'ensemble des chaînes de valeur. D'accord? Donc, laissons les deniers publics, 560 millions de l'autre côté, et restons situés sur ce que l'activité elle-même, football, génère en leur sein, et pourquoi les intervenants dans la chaîne n'accèdent pas à leurs ressources. En précisant ceci, quand vous écoutez l'une des revendications de Bamboutos, ils vous disent quoi? Ils vous disent, nous n'avons pas accédé à notre money price. Il faut dire aux téléspectateurs que le money price est une disposition du règlement de la compétition.
Donc, ce n'est pas une faveur qu'on demanderait à un individu. Ils disent que c'est prévu même par la convention. Je parle du règlement de la compétition. Je dis bien que c'est une disposition du règlement. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, la clé de répartition du sponsor naming doit faire l'objet d'une résolution au sein du comité exécutif. Alors, la question est celle de savoir, est-ce que le partenaire naming, à date, depuis 3 saisons, n'a pas tenu à ses engagements? La réponse est oui. Et au nom de quoi l'exécutif a pu faire jusqu'à présent de la rétention arbitraire sur des deniers des associations membres. Et en ce qui concerne... Je vous relance. Est-ce que dans la clause contractuelle entre la fédération et le partenaire naming, oui, est-ce qu'il y a une, je ne sais pas, sous-clause, je ne sais pas comment dire ça, une autre clause qui oblige la fédération à faire à reverser au club? Automatique. Il faut déjà, la fédération, c'est qui? Ne faisons pas de confusion entre l'exécutif et la fédération. L'exécutif agit au nom et pour le compte des membres. D'accord? La compétition est un produit immatériel de l'institution FECAFOOT. Il faut que nous le comprenions bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les revenus générés par l'activité football doivent être automatiquement reversés par les acteurs. Raison pour laquelle, parce que je tiens à préciser quand même que je parle sous le contrôle de l'administrateur Benjamin, nous étions proches du président CEDO, parce que ça, il faut remettre à tout seigneur, tout honneur. C'est lui qui a négocié effectivement avec son comité exécutif ce partenariat naming. Il était clairement dit à l'intérieur, 70% pour les clubs, 30% pour l'organisation. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil, ça a toujours été ça. Et la raison et la question est celle de savoir au nom de quoi, jusqu'à présent, cette clé de répartition n'est pas observée. Et vous verrez qu'en ce qui concerne notamment les officiels, je tiens à faire une autre précision. L'institution FECAFOOT reçoit de la FIFA, je parle sur les antennes d'Equinox Télévision, 2 millions de dollars au titre de l'appui au fonctionnement. Selon quelle fréquence? Par mois, par an? Par an. Je dis bien 2 millions de dollars. Je donne les chiffres. Elle reçoit de la CAF 500 000 dollars par an. Le président de chaque fédération membre de la CAF perçoit à titre personnel 50 000 dollars. Alors, donc ça, comment... Ça, c'est personnel. Non? Je dis bien que la CAF met à la disposition de tous les présidents une dotation propre de 50 000 dollars et met à la disposition de chaque fédération membre une dotation de 500 000 dollars. La FIFA, c'est 2 millions de dollars. Je donne les chiffres. Alors, comment peut-on aujourd'hui se retrouver dans une situation autant misérabilique? Les officiels, membres des organes juridictionnels, commissaires de match, inspecteurs, arbitres, Ligue 1, Ligue 2, ni dotation, ni rémunération. Et quand on parle de la rémunération, Cyril, il faut expliquer aux téléspectateurs que cette rémunération obéit à une grille également qui tient compte du lieu de résidence, c'est-à-dire on prend en compte le lieu de résidence, d'où vous partez pour aller jouer les matchs, le transport et la prime d'hébergement. Mais les arbitres nous ont souvent dit sur ce même plateau qu'eux-mêmes ont concédé à la FECAFOOT le fait que, je ne sais pas comment ils appellent ça, leur cotisation, que ce soit retranché directement. Ça sont les cotisations. Les cotisations, on les tire des revenus des émoluments. Moi, je suis dans les émoluments, ça rentre dans leur association propre. Ça n'a rien à voir avec ce que je suis en train d'expliquer. Et il faut donc comprendre que ces émoluments, en principe, en fonction du volume de recettes, ces émoluments doivent être crescendo. Or, sous l'actuel exécutif, ces émoluments ont été divisés par 2. Non seulement ils ont été divisés par 2, mais ils ne les perçoivent même pas. Donc, pour rester tout à fait circonscrit, que ce soit Bambutos, aujourd'hui qui a acté sa cessation d'activité, que ce soit Ndiko et les autres, la constance se trouve dans l'absence de clarté en ce qui concerne la clé de répartition des revenus générés par l'activité football. Et le pire dans le cas d'espèce, c'est qu'on allait chercher des deniers publics auprès du ministre d'État, qui a été très clair sur la question, parce que nous ne faisons pas de confusion entre les 560 millions
qui sont dévolus pour l'appui aux compléments salariaux des joueurs, Cyril. Non, la confusion. Et les 350 millions. La distinction est claire, c'est connu. Et les 350 millions, ce n'est pas peut-être connu pour tout le monde dans le cas d'espèces. Vous allez voir là où il y a une innovation. L'innovation cette fois-ci, c'est que dans les 350 millions, on a défini une part pour la rémunération des arbitres. Des officiels. Ce qui n'a jamais été le cas. On a défini une part pour l'appui à la mise à disposition des stades. Or, comment peut-on être à la fois bénéficiaire d'autant de dotations de la FIFA et ne pas être capable de pouvoir définir la portion congrue pour la rémunération des officiels, qui ne reçoivent même pas leur dotation d'équipement. Donc, je dis et je maintiens que non seulement vous avez là la manifestation d'une malgouvernance, d'une nécessité à changer de paradigme, mais également la violation des règlements propres, de ce qui tient lieu de règlement des championnats. Parce que quand on parle de money price, le money price est une disposition des règlements. Alors Patrice, c'est vrai, il y a ces deux qui ont clairement indiqué qu'ils arrêtaient tout. Ils ont indiqué la cessation d'activité, mais il y a beaucoup d'autres présidents de clubs qui ont démissionné certainement de leur poste, mais qui n'ont pas annoncé l'arrêt de leur participation aux compétitions. Il y a le PCA de Bamboutos qui a démissionné. Il y a le président de l'Union de Douala qui avait déjà démissionné. Est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres démissions? Le mal est si profond que c'est une avalanche de démissions chez les présidents de clubs? Djiko, Joseph Felcheux et Joseph Felcheux de Bamboutos. En fait, Djiko et Bamboutos. Bamboutos sont des clubs courageux, vous savez, parce que les autres clubs vivent dans la même misère. Il faut être seulement courageux parce que vous ne pouvez pas être dans un système où on vous prive de beaucoup de niches de recettes. Et vous supportez quoi? C'est ça le problème. Et on dit bien c'est le football professionnel. C'est-à-dire quoi? Les footballeurs camerounais doivent vivre du sport, ça veut dire vivre du football, mais ce n'est pas le cas chez nous. C'est très grave. Donc, le problème est le suivant. Au sein même de l'association des présidents des clubs, il y a une division. L'association des clubs de Ligue du Cameroun est divisée. Il y a une minorité proche de la FECAFOOT et une majorité de l'autre côté. Et le véritable problème, je le dis, quand il y a problème dans une famille, le chef de famille doit rassembler les enfants pour dire, c'est quoi le problème? Essayons de trouver la solution. Mais ce n'est pas le cas à la FECAFOOT. Je ne sais pas pourquoi l'actuel président n'arrive pas à rassembler les clubs pour dire, voici le problème, qu'est-ce qu'on fait? Le président de l'Union dit par exemple qu'il y a trop d'incertitudes face aux incertitudes liées à l'environnement général du football. Il a raison. Je dis bien, quand il y a problème dans une famille, le chef de famille, qu'est-ce qu'il fait? Il rassemble les enfants, il rassemble tout le monde pour qu'ensemble on essaie de trouver les solutions. Ce n'est pas le cas. Or, ce qui est important de relever, c'est que les présidents de clubs ne s'accordent pas. C'est-à-dire qu'il y a certains, une minorité du côté de la FECAFOOT et une majorité de l'autre côté. Mais ce n'est pas le fait du fait de la FECAFOOT. Ils n'ont qu'à s'accorder. Je dis bien c'est difficile. Mais le problème de la FECAFOOT est aussi n'arrive pas à s'accorder. Demandez au président de cette association, qu'est-ce qui ne va pas? Monsieur Aboundé, qui est le président de la SEC, comment il n'arrive pas à diriger cette association? Non, ma question est celle-ci. Donc je vous dis quoi? Comment est-ce du fait de la FECAFOOT s'ils n'arrivent pas à s'accorder pour poser leur revendication? Pourquoi la FECAFOOT ne prend pas ce problème à bras le corps? Ça dit quoi? Mais puisqu'ils ne les posent pas, ils sont divisés, vous venez de le dire. Non, le problème, je dis bien, bon, écoutez, je dis encore une fois de plus. Je dis bien, écoutez bien ce que j'ai dit. Par le passé, qu'est-ce qui se passe? On gère comment? Les subventions là étaient virées dans les comptes des clubs directement. Pourquoi on a voulu tout simplement passer par la FECAFOOT? On aurait pu même virer ça dans les comptes des clubs. Mais c'est pas ce qu'ils sont allés faire au ministère. Alors, donc je dis et Maître avait prévenu que ça ne marcherait pas. Oui, c'est dommage. Je dis bien ceci. Je dis bien l'argent du sponsoring, par exemple, la Côte part plus d'1 milliard de francs CFA. 1 milliard. Et les clubs disent que non, depuis 3 ans. Plus d'1 milliard, c'est parti où? Par exemple, les gens ne peuvent pas porter le logo d'une entreprise de téléphonie mobile, ils ne reçoivent rien en retour. C'est pas mais ils ont saisi l'entreprise et l'entreprise leur a dit que nous avons traité avec l'entreprise, elle aussi, votre maison et allez demander à votre maison. Normalement, l'entreprise doit réagir. L'entreprise a été claire en c'est ça le problème. Au club qu'elle s'est acquittée de sa part d'engagement. Tout à fait. Il n'y a pas de problème. Maintenant, la question, c'est maintenant, pourquoi l'exécutif, lui,
ne procède pas comme ça a toujours été le cas. Je tiens à préciser que par le passé, Cyril, ça c'est la bonne information, chaque club d'élite percevait en début de phase aller 15 millions, début de phase retour 10 millions. Ça c'est Ligue 1. Ligue 2, 15 millions, 10 millions de buts de phase aller, 5 millions de buts de phase retour, parce que cela faisait avant le démarrage du championnat, au cours d'une session, soit du conseil d'administration, soit du comité exécutif, cela faisait l'objet d'une clé de répartition. Parce qu'il faut expliquer aux téléspectateurs que c'est en 2011, lors de la rétrocession, parce qu'entre autres rétrocessions, il y a eu la rétrocession de l'organisation du championnat, il y a eu la rétrocession avec le partenaire naming et un appui au fonctionnement. C'est-à-dire qu'il y avait 175 millions pour l'appui aux émoluments des officiels, 75 millions pour l'appui au fonctionnement par la fédération, ce qui faisait l'équivalent de 250 millions. Donc rien ne peut et ne doit justifier aujourd'hui qu'il y ait une rétention au titre, par exemple, de la clé de répartition du sponsor naming. Autre niche de recettes aussi également, vous avez cette absence de clarté autour de la clé de répartition des recettes des stades. D'accord? Non, il y a deux grilles. Hein. Il y a une grille arrêtée par la FECAFOOT et le CTFP, une autre grille que les présidents de club souhaitent que ce soit plutôt celle-là qui soit appliquée. Ça veut dire qu'on dit qu'il n'y a donc pas de grille. Ça veut simplement dire la clé. Comment vous dites qu'il n'y a pas de grille? Il ne peut pas avoir deux grilles. Parce que la clé de répartition des recettes des stades également est une composante de l'organisation. Ça veut dire que tout ce qui doit être adopté, être opposable, doit être fait par le comité exécutif. Donc, est-ce que vous avez une résolution du comité exécutif? Mais s'il faut attendre les résolutions chaque fois, non, ça va être mais en réalité, compliqué. ce qu'il faut dire aux téléspectateurs, c'est que le comité exécutif est l'autorité compétente de toutes les questions relatives aux compétitions. Alors, vous avez arraché le temps de Patrice Kamden, mais je vais passer directement à Maître. Patrice, on va revenir à vous tout à l'heure. Mais dans ces récriminations, Djiko FC, par exemple, il soulève la question de la suspension de certains responsables, tantôt à 5 ans, tantôt à 10 ans. On se rappelle également que le PCA démissionnaire de Bamboutos est attendu devant la chambre d'instruction où une procédure est ouverte contre lui pour participation à des réunions clandestines. Est-ce que ça ne peut pas être un motif de découragement de certains clubs? On leur interdit même déjà de participer aux réunions. Je dois dire que je suis un peu interloqué par cette préoccupation. Parce que pour moi qui suis avocat, si les gens ne pouvaient pas rester en justice, s'ils ne pouvaient pas être étrangers en justice, ils seraient au chômage. Donc, bon, maintenant, ce sont les motifs pour lesquels ils sont traduits. Mais voilà, les motifs pour lesquels ils sont traduits là-bas, on ne les discute pas dans la rue. On ne les discute pas hors des prétoires ou des juridictions. C'est là-bas. Là, ils sont convoqués, ce qu'ils vont aller les discuter. Mais pour le moment... c'est là-bas qu'il doit aller. Pour le moment... Il a dit qu'il ne sera disponible qu'en janvier 2026. L'ancien membre de commission juridictionnelle que je suis sait très bien que c'est lorsqu'il y a ce type d'action. M. Mbama Kongola, il est officiel, lui-même dans une commission. Si finalement on traduit personne à la commission, quel sera notre travail? Bon, on ne doit pas non plus traduire de manière fantaisiste. Simplement parce qu'il faut, que vous ayez du travail. Voilà. Vous voyez que vous commencez à vous positionner en procureur. Non, vous faites le procès avant le procès. C'est la commission qui va statuer de manière souveraine. C'est une commission indépendante qui dira si les faits à eux reprochés sont fondés ou non. Nous ici, ce n'est pas notre fils. Mais je voudrais tout simplement dire que justement, le principe en droit est qu'on ne se fait pas justice à soi-même. Voyez-vous, il n'appartient pas à ces présidents de s'asseoir au quartier et de dire « je suis injustement convoqué ». Non. Il y a des organes juridictionnels justement qui sont là pour rendre la justice en matière sportive. Parce que dans les statuts, il y a une clause compromissoire qui a été souscrite qui empêche que les litiges sportifs ne soient portés devant les juridictions étatiques. Un sportif ne peut même pas dire qu'il est malvenu qu'on le traduise devant une juridiction sportive. C'est une aberration. Non. C'est là-bas qu'on doit y aller. Et c'est la raison pour laquelle vous comprenez qu'ils préfèrent la rue. Ils préfèrent prendre des dispositions unilatérales alors que la FECAFOOT est justiciable. Oui, plusieurs fois, on a entraîné la FECAFOOT devant la juridiction et on a connu ces affaires. On n'a pas dit que ou la FECAFOOT ou ses membres bénéficiaient de quelconque immunité juridictionnelle. Non. Ce sont les parties au procès. Lorsque je l'ai dit, d'où sort-il que des gens d'ailleurs mal renseignés vous disent on va porter plainte devant le TCS, encore qu'on ne saisit pas le TCS par voie de plainte. Voyez-vous? Ils disent qu'ils y sont déjà. C'est une ordonnance à l'issue d'une information judiciaire qui saisit, n'est-ce pas, le tribunal criminel spécial. Lorsqu'un président le club le fait, ça veut dire qu'il est mal renseigné. Ça, c'est deux. De deux, si vous estimez que les deniers publics ont été détournés, qui peut les revendiquer? Ce n'est pas vous. Vous n'avez pas qualité. C'est l'État. C'est à l'État qu'on rencontre. C'est à l'État qu'on doit produire le compte d'emploi. Parce que ce sont les deniers publics.
qui sont gérés selon les règles de la comptabilité publique. Donc, si vous estimez que l'Africa Foot, durant 3 ans, 4 ans, 5 ans, a eu, n'est-ce pas, à privaquer ces deniers publics, ça sera à l'État de lui demander des comptes. Mais vous devez vous organiser de telle sorte que, en tant que la loi a prescrit que vous soyez constitué en une forme sociétaire, vous devez vous assurer d'une chose. Ça va être une société à responsabilité limitée, ça va être une société anonyme à objet sportif, la loi passe seulement société anonyme, soit vous êtes alors une société d'économie mixte. Or, vous verrez, dans ceux qui vous parlent de démission ou de retraite de leur club-là, ils se comportent comme si le club était la petite épicerie. Parce que moi, j'ai essayé de partir, alors la société ferme. C'était une société pas extraordinaire. Parce que pour l'ensemble des cas, malgré les 5 millions que ces clubs ont reçus pour se muter en société, ils ne l'ont pas fait. Ils l'ont pas fait. La plupart ne l'ont pas fait. La plupart sont donc eux donnent détruire ces deniers publics-là pour rester association. Ça fait qu'aujourd'hui, donc, ces clubs sont causés. À savoir que si on commence à porter des actions devant l'État, l'État aura également beau de dire, en votre temps, nous vous avons demandé de vous constituer en société. Vous ne l'avez pas fait. Parce que si vous l'avez fait aujourd'hui, quand il y a un problème, soit le conseil d'administration devait s'asseoir, comme c'était dans le cas de Yafoot, prendre une résolution. Mais vous voyez très bien qu'aujourd'hui, vous avez des individus qui s'élèvent, qui vous disent « j'ai retiré mon club de compétition ». J'aime bien leur dire du haut de cette tribune que si vous prenez déjà sur vous de dire que vous retirez un club, vous n'avez pas qualité. Parce que, au rang des pièces que vous produisez lors de l'engagement de votre club, il y a bel et bien le procès verbal de l'Assemblée générale d'engagement du club à une saison sportive. Donc, il n'y a qu'une résolution adoptée au cours de l'Assemblée générale qui peut retirer un club de compétition. Diko, par exemple, n'a pas joué la dernière journée de championnat. Je dis donc que vous verrez très bien que Diko va continuer à être programmé. Pourquoi? Parce que si au bout de 3 programmations, Diko ne joue pas, il y aura des forfaits. Diko n'a pas joué son match contre l'Aigle de la Main Noire. Je vous dis donc qu'il y aura des forfaits. Moi, j'avais toujours comme un prophète. Il y aura des forfaits à la cascade. Et lorsque ça va arriver, n'allez pas dire qu'il y a la chasse aux sorcières. Ça veut dire que les gens eux-mêmes, par ignorance, auront prêté le flanc aux sanctions sportives. Alors, Benjamin, peut-être c'est vers là qu'on s'achemine. C'est-à-dire qu'il y a des démissions en cascade, il y aura des forfaits en cascade. Finalement, il n'y aura pas de championnat. Est-ce que ce n'est pas une stratégie des présidents de club? On démissionne les uns après les autres pour créer le blocage. Peut-être que Maître va nous dire tout à l'heure. Vous savez, il pense que les présidents de club sont dans un amalgame qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Moi, j'ai envie de penser que c'est lui qui fait l'amalgame. Tout à l'heure, vous a dit que si les arbitres ne vont pas jouer, c'est parce que ils devraient rester chez eux, ne pas aller jouer. Non, il a dit, sinon, si un arbitre pense que les conditions ne sont pas... Non, s'il vous plaît, vous allez continuer. Il a dit, si un arbitre pense que les conditions ne sont pas réunies, il ne va pas jouer. Il avise. Il ne va pas jouer, c'est ça que j'ai dit. Il ne va pas jouer, je crois que c'est la même chose. C'est pas la même chose. Mais vous dites donc que le président a la possibilité de porter des réserves techniques ou... Pas le président en club. Ça se passe au coup d'un le club a la possibilité de porter des réserves techniques ou des réserves administratives. Non, qualification ou technique sont les 2 réserves. Réserve, qualification ou technique. Dans votre habit, vous devez le savoir. J'ai dit donc c'est faux. C'est pour ça que je dis que vous faites l'amalgame. C'est faux. L'amalgame. Ce n'est pas possible. Est-ce que vous savez comment on porte une réserve technique? À quelle occasion? C'est à moi en tant qu'officier de commission morale. Oui, ça je pose la question. Je peux vous le dire. Oui. Je peux vous le dire. À quelle occasion? Qu'est-ce que vous reprochez d'abord à l'arbitre pour commencer? Dites-moi quand est-ce qu'on peut porter une réserve technique? C'est aussi simple que ça. On porte une réserve technique justement lorsque vous avez quelque chose à reprocher à l'arbitre et que le comportement de l'arbitre est de nature à influencer tout à fait faux. Le résultat, membre du conseil faux. Ça c'est deux. Je vous dis faux. Et la réserve technique est portée après le arrêtez. Ne racontez pas des histoires, ne vous maîtrisez pas. Je vous dis brièvement, la réserve technique est une reprise non conforme à l'arrêt. Point. C'est-à-dire que j'ai sifflé un coup franc direct. Et on est allé jouer. Un coup franc indirect. Ça fait une faute technique. Je peux porter une réserve technique. Ce n'est pas parce que vous avez validé un but hors jeu. C'est vous qui l'avez porté. Ce n'est pas vous, c'est parce qu'on a marqué un but hors jeu qui a une faute technique. Vous le savez. Voilà les membres des commissions techniques. La commission d'homologation. Monsieur Amenda. Oh là là. Monsieur Amenda, votre à côté là. Je vous dis en 2 mots, je vous dis, c'est la reprise contraire à un arrêt. Je vous le dis. S'il vous plaît, arrêtez le match pour un coup franc, un coup de pied de coin. Je reprends par un coup de pied de but. Il y a faute technique. Et quelle formule? D'accord. Voilà la formule. S'il vous plaît. Le capitaine adverse à la fin du match.
Laissons les Je vous avais posé une question. Ce n'est pas à la fin du match. Ce n'est pas à la fin du match. Ce n'est pas à la fin du match. Voilà pourquoi l'arbitrage va mal. Je suis insulté des arbitres. Je suis insulté des arbitres. Je vous dis. Voilà pourquoi l'arbitrage va mal. Je suis insulté des arbitres. Ne racontez pas les gens. Benjamin, s'il vous plaît. Répondez à ma question, s'il vous plaît. Sans être en train d'interroger. C'est pas. Je voulais ajouter autre chose sur son amalgame. Il dit que ce sont les joueurs qui doivent revendiquer leur complément. Le complément salarial. Les joueurs sont liés à l'Africa Foot par quoi? Par une licence. Qu'est-ce que je dis pas La licence est délivrée. Les joueurs sont des propriétés de clubs. Propriété? Oui. Mon Dieu, à partir du moment où vous avez une licence. Des employés peut-être. Je le mets entre guillemets. Je le mets entre guillemets. Les joueurs sont des objets. Je vous dis le mets entre guillemets. Propriété, ça veut dire que vous ne pouvez pas partir de cette équipe-là tant que vous êtes sous licence. Tant que vous êtes sous licence. Ne racontez pas n'importe quoi. Je vous dis. Il n'y a pas un contrat de travail. Je suis désolé. Vous avez un contrat. Oui, avec le joueur. Vous avez un contrat avec le joueur. C'est pas votre objet. Ça veut dire que vous avez une licence qui vous bloque pendant la durée de la licence. La licence n'est même pas le contrat. Je suis désolé. Vous voyez comment vous ignorez tout. Dans le dossier licence, il y a le contrat de travail. Parlez de ce que je fais. Demandez-moi ce qu'on fait. Je vais vous couper tous les deux. Maître, je vais vous couper tous les deux. Demandez-moi comment ça se passe. Dans le dossier licence, il y a un contrat de travail. Non, s'il vous plaît. Vous voulez me dire ce qu'il y a dans le dossier? Non, s'il vous plaît, je vais vous couper tous les deux, s'il vous plaît. Vous voulez me dire ce qu'on fait dans le dossier? Je réponds à votre question. Non, parce que vous savez, sur le plateau... Ne faites pas le débat entre vous deux. Sur le plateau, il ne faut pas que les gens viennent de les... D'accord, vous avez fait les précisions que vous vouliez faire. Donc, je suis en train de dire ceci. Non, on ne s'avance pas vers un blocage. En tout cas, pour ce qui concerne la foot, je vous ai dit tantôt que nous attendons voir. Nous avons un conseil d'administration qui fonctionne régulièrement. Nous payons régulièrement, enfin, à notre manière, nos joueurs. Nous payons nos encadreurs. Mais nous continuons à attendre quand même la suite. Nous continuons à attendre les démarches qui ont été engagées au niveau des autorités. Mais si s'avère que ces démarches n'aboutissent pas, nous prendrons la décision qu'il faudra prendre. D'accord. Qui forcément n'est pas de démissionner, qui pourra être autre chose. Et ce n'est pas sur ce plateau que je vais vous dire ce qui peut arriver. On verra bien. Mais je vous ai dit tantôt que le championnat que nous jouons actuellement, il faut le dire que c'est un non-championnat. La preuve, au niveau du contenu du championnat, prenez un peu Elitou, où nous sommes. Les clubs ne jouent plus, pratiquement. Vous l'avez constaté? Lorsqu'on est 6e, 5e, 4e, on n'a plus à jouer. On attend la deuxième phase. C'est 2 poules là-bas et puis voilà, on attend la deuxième phase. Donc le championnat est totalement mort de ce côté. D'accord. C'est pour ça qu'à un moment, nous avons dénoncé ces championnats. Ce qui est sûr, c'est que... parce que là-bas, il n'y a pas de championnat. Depuis la dernière journée, Djiko n'a pas joué. Et on verra bien ce qu'il advienne. Et ça, on ne peut pas rentrer dans les détails. Si Djiko ne joue pas, les nouveaux textes n'ont rien prévu. C'est tellement que les commissions vont siéger. Lorsqu'un club est absent, il y a des règles, non? Donc, on verra si... On verra si la semaine prochaine... on verra si la semaine prochaine, Bamoutos aussi ne joue pas. Hein. Si même ces rencontres seront programmées, on verra. On reviendra tout à l'heure pour parler des démissions. Jusqu'ici, on est resté avec le président du club, mais on avait annoncé des démissions à la fédération également. On en parlera. Le temps de signaler que la 10e édition de la Easter Cup, Patricia Bertolo, démarre ce mardi. Ce sera à Douala. Des précisions sur cette 10e édition de la Easter Cup ont été données par les organisateurs à l'école de football Boisson du Cameroun. On va écouter Jean-Flaubert Nono qui revient sur les contours de cette organisation. C'est-à-dire que c'est une édition c'est une compétition qui avait été lancée pour combler un vide. Vous savez, le championnat des jeunes, ça va très mal au Cameroun. Et donc, il y a ce type de tournoi-là pour combler ce vide-là. En tout cas, on écoute Jean-Flaubert Nono. Effectivement, le football jeune a des soucis. Mais nous, et maintenant beaucoup d'académies qui créent aussi des tournois, on essaye de se battre pour que les enfants jouent ce genre de compétition. Mais il faut bien savoir qu'il n'y a pas de compatibilité entre le championnat des jeunes et les tournois. Les tournois, de par le monde, je ne cesserai jamais de le dire, les tournois sont pour couvrir ce qu'on appelle se tenir pendant les périodes mortes. C'est-à-dire qu'en général, pendant les vacances, les championnats s'arrêtent au niveau des jeunes, ou le championnat s'arrête pour X ou Y raison, c'est là que les tournois prennent la place. Donc c'est un complément, il n'y a pas de concurrence ou de rivalité entre le championnat des jeunes et les tournois. Ce sont des choses qui marchent ensemble.
Et comme les championnats, eux, sont souvent au niveau géographique, se limitent souvent à une aire géographique, au moins avec les tournois, ça permet de rassembler toutes les régions du Cameroun. Jean Flaubin Nono, le secrétaire général de l'EFBC, qui revenait sur les contours de la Easter Cup, rendue cette année à sa 10e édition. Cette compétition a été créée en 2015. Et parmi les académies, les clubs attendus, les académies, il y a évidemment l'ANAFOOT, l'Académie nationale de football, qui a passé quelques jours de préparation à Limbé. On voit les jeunes qui ont finalement été retenus pour participer à pour représenter l'ANAFOOT à cette compétition. Ils se sont préparés du 10 au 14 avril à Limbé. 26 joueurs venant de divers pôles régionaux de l'ANAFOOT avaient été convoqués. À la fin, 18 ont été retenus. On a les 18, ils sont tout jeunes, hein, naïfs, innocents. D'ailleurs, les 18 retenus qui vont donc défendre les couleurs de l'ANAFOOT à la Easter Cup, et leurs encadreurs ont également été officiellement désignés par le directeur général de l'ANAFOOT. Il s'agit de Aimé Lène et bien entendu de Vassilius Essémé Olivier, qui est d'ailleurs le chef de pôle ANAFOOT du littoral. Voilà donc les deux encadreurs qui vont diriger, donc conduire la formation de l'ANAFOOT à la Easter Cup. On va d'ailleurs écouter Vassilius Essémé Olivier qui revient sur la préparation de l'ANAFOOT, et dans la foulée, au micro Equinox de Raoul Taboufé, on va écouter Yuguda Kadam. Il est l'entraîneur de Gazelle. Gazelle a envoyé son équipe jeune là-bas pour remplacer Coton Sport, parce que initialement c'est Coton Sport qui était attendu, mais ce sera finalement Gazelle. On écoute Vassilius Essémé Olivier et Yuguda Kada. Tous les deux sont au micro de Raoul Taboufé. À chaque trimestre, nous avons un regroupement national. Donc, nous avons pu réunir 26 jeunes dans la ville de Limbé, où nous avons travaillé du 10 au 14. Déjà, l'objectif de travail, c'est améliorer le travail qui est fait dans les pôles. Et par rapport au tournoi, aborder des problèmes de jeu, notamment de notre concept de jeu, et nous rassurer que tous ensemble, on a pu mettre sur pied une cohésion. Ces quelques jours nous ont donné beaucoup de satisfaction, parce qu'on s'est rendu compte que les jeunes ont beaucoup progressé, et tout ce qu'on attend d'eux, c'est de pouvoir mettre à exécution ce qu'ils ont reçu ces 4 jours, d'abord pour se faire plaisir, et ensuite pour essayer de marquer des points pour pouvoir passer le premier tour. Venu déjà pour apprendre et évaluer ces enfants, et de voir ce qu'ils sont capables de faire. Et je pense que ces enfants sont vraiment à fond. Du moment où, dès qu'on les a annoncé la nouvelle qu'on devait remplacer Coton, ils étaient fous de joie. Ces gamins venaient 30 minutes avant l'heure de l'entraînement, tout simplement parce qu'ils voulaient participer à ce tournoi. Et je pense que ce tournoi sera vraiment quelque chose d'inoubliable pour eux. Voilà, Vassilius Essémé Olivier et Yuguda Kada, respectivement responsables de ANAFOOT et de Gazelle Football Academy. Le tournoi démarre ce mardi, 10h30 chez les U17, Best Stade de Limbé contre AC Foot de Douala. À 12h, Léopard de Bertois contre KSA. Ça, on est chez les U18, U18 13h30. Dauphine Academy contre Gazelle Football Academy, et à 15h, l'école de football Boisson du Cameroun contre ANAFOOT, le programme de la première journée. Alors, on parlait de cette avalanche de démissions chez les présidents de clubs, mais aussi à la Fédération camerounaise de football. Christian Balam-Congo, on a appris cette semaine la démission du secrétaire général adjoint, ancien coordonnateur des sélections nationales. Il a lui aussi dénoncé un certain nombre de manquements, de mots, dans sa lettre de démission. Avant lui, le directeur marketing était parti. Bien avant, il y a plusieurs responsables Africa Foot qui ont quitté le navire. Et après Benoît Angwa, il y a eu cette vraie fausse démission du directeur de cabinet. A-t-il finalement démissionné? Toujours est-il, peut-être que ça traduit, est-ce que vous le percevez ainsi? Cette vague de démission, est-ce qu'elle traduit un malaise à la Fédération camerounaise de football? Au-delà du malaise de Cyril, il y a simplement l'expression
d'une incompétence notoire. Des démissionnaires? Je dis bien l'incompétence notoire d'un exécutif. C'est l'expression d'une incompétence notoire d'un exécutif, incapable de pouvoir justement faire une saine combinaison des énergies en vue d'aboutir à un résultat productif. Et moi, ce qui me gêne dans le document qui a été rendu public par le désormais ex-secrétaire général adjoint, je l'ai relevé ailleurs, c'est déjà sous le plan de la forme. Le secrétaire général adjoint, faut-il le rappeler, est recruté suivant une résolution du comité exécutif. Ça veut dire que lorsque celui-ci doit pouvoir faire acte de démission, il doit pouvoir justement l'adresser au président du comité exécutif et ainsi qu'aux membres du comité exécutif. Donc, vous voyez que ce qui n'est pas fait. Donc ça, c'est la première des choses. Et ensuite, quand vous essayez de parcourir... Il a adressé sa démission au président de la fédération. Président de la fédération, qui n'est pas moins président du comité exécutif. Ça va de pair. Le comité exécutif, c'est l'organe. C'est la précision qu'il faut pouvoir dire. Parce que le président propose et c'est le comité exécutif qui recrute. Et il faut expliquer également que la résolution... l'Assemblée générale entérine. La résolution est prise sous deux formes. Soit la majorité des membres, soit l'unanimité des membres. Donc, mais le plus grave, c'est que le ex-secrétaire général nous explique qu'il revenait au titulaire de discriminer les matières apportées à son niveau. Ce qui, du point de vue de l'efficience et de l'efficacité, pose problème. Lorsque, entre autres projets de révision, parce que ça, moi, je tiens à le préciser aujourd'hui, j'appartiens à un think tank où nous, dans 4-5 mois aujourd'hui, il est question d'aller vers une rupture et de prendre les rênes de cet exécutif. Ah bon? Très clairement, vous annoncez votre candidature à la fédération? Tout au moins la candidature de votre think tank. Tout à fait. Pour dire une chose, Cyril, c'est que quand nous disons secrétaire général adjoint, le secrétaire général adjoint, en principe, doit être chargé des relations avec les ligues décentralisées. Vous dites en principe? Oui. Est-ce que c'est dit dans les statuts? Justement, c'est pour ça qu'il faut réviser les statuts, de manière à ce que ce ne soit plus une discrimination subie ou choisie de X en faveur d'Y. Or, Cyril, si vous faites une cartographie des ligues décentralisées aujourd'hui, ligue départementale et ligue régionale, vous verrez que, et même au niveau des organes juridictionnels, je fais une précision, c'est que si vous avez un litige au sein d'une ligue départementale ou au sein même d'une ligue régionale, il n'existe pas d'autorité d'appel au sein de ces différentes ligues. Tous les litiges doivent être en recours, doivent être portés au niveau fédéral, devant la commission de recours fédérale. Or, celles-ci sont adressées au président de la commission sous couvert le secrétaire général fédéral, parce que c'est lui qui convoque les sessions. Quand vous prenez donc ce volume d'activité, vous verrez que les ligues aujourd'hui sont paralysées du fait d'une absence d'un interlocuteur. Donc vous trouvez que le secrétaire a beaucoup à faire. Voilà, il faut le décharger. Il faut donc que les textes organiques, de certaines prérogatives, ce sont les textes organiques qui doivent procéder à une juste clé de répartition des tâches, de manière à ce qu'on n'aboutisse pas à ce type de révélation forte. Parce que M. Angbar nous dit qu'il n'a pas accès à ceci. Refus de collaboration manifeste. Et voilà, il est méprisé, il est insulté, etc., etc. Or, lorsque les tâches sont bien définies conformément au cadre normatif, vous évitez ce type d'entourloupe. Donc vous voulez dire que si ces tâches étaient clairement réparties, il n'aurait pas à se rapprocher même du SG. Voilà. Mais en quoi est-il son adjoint? On serait donc allé s'il ne peut pas se rapprocher justement, de lui. Il n'est adjoint que de par les textes. On serait donc dans une posture de coopération et non de confrontation. C'est ça la démarche. Et l'efficacité qui doit être mieux défendue ici se vit sur le terrain. Depuis, vous avez des ligues aujourd'hui, on parlait tout à l'heure des démissions, Cyril. Si j'invite Equinox à faire une espèce d'investigation sur le terrain, vous verrez le nombre de clubs au niveau des ligues départementales et même au niveau de certaines ligues régionales qui aujourd'hui ne prennent plus part aux compétitions. Pourquoi? 1. Faute de dotation. 2. Malgré le fait que ces clubs s'acquittent des frais d'engagement et autres,
n'arrivent pas à voir l'organisation des compétitions se faire de manière efficiente. Vous avez des ligues aujourd'hui qui ont fait 6, 7, 8 mois sans activité. Et vous avez donc beaucoup de clubs, parce que de ce côté, on voit amateur, que le SG fédéral est trop occupé. Je ne sais pas, peut-être à faire trop quoi, mais le constat aujourd'hui, c'est que vous avez un secrétaire général adjoint qui aujourd'hui a jeté l'éponge en faisant un certain nombre de révélations. Alors, maître, voilà. Que cachent ces démissions à l'appel à la fédération? Je dois vous avouer que je n'ai pas les dons médiumniques. Je ne suis pas un médium, je n'ai pas la boule de cristal pour aller savoir ce qui se passe au sein d'une administration à laquelle je n'appartiens pas. Le moins que je puisse dire, c'est que si les personnes ont décidé de démissionner de leur fonction, c'est un acte purement volontaire et unilatéral. Et ça, c'est leur droit le plus absolu. Il est tout à fait légitime que si un travailleur estime qu'il n'est plus dans les bonnes conditions de travailler, de s'exprimer, de donner de bonnes prestations, qu'il puisse démissionner. Dans ce sens, il faut également dire que s'il y a des causes pour lesquelles les gens peuvent démissionner, c'est justement parce que de plus en plus, lorsqu'on fait un peu une analyse holistique de la situation, on a comme l'impression que beaucoup de personnes n'ont pas compris le programme de M. Samuel Eto'o-Fils lorsqu'il parle de redonner au football camerounais sa grandeur. Beaucoup n'ont pas compris qu'il s'agissait désormais de faire bouger les choses, de faire bouger les lignes, et qu'elles ne seraient plus comme avant. Mais ces mêmes personnes ne comprennent pas que les mêmes faveurs, parfois, dont ils pouvaient bénéficier hier, ne seront plus les mêmes, que les choses devaient changer, qu'il fallait rompre avec les vieilles habitudes. Et vous avez bien vu que autant certains ont bénéficié de certaines faveurs au début du magistère de M. Samuel Eto'o, autant les mêmes sont les premiers à quitter le bateau. Je me rappelais ici que j'étais de ceux qui ont fustigé l'action du monsieur le président de la FECAFOOT lorsqu'il est arrivé. Parce que moi, en tant que membre de la commission de l'homologation de discipline, il avait été porté, n'est-ce pas, en torse à l'homologation auquel nous avons procédé. Parce que vous savez très bien qu'aucun club ne s'est descendu. Voilà. Lorsque M. Samuel Eto'o-Fils prend la FECAFOOT, les clubs qui étaient relégués avaient été maintenus. Pour certains, ils ont cru que ces récompenses électorales devaient continuer et que pour avoir été des soutiens électoraux de M. Samuel Eto'o-Fils, ces privilèges d'avantages devaient continuer à être procurés à la FECAFOOT. Mais aujourd'hui, ils réalisent au fil du temps que ce n'est plus le cas. Et je pense que l'un des démissionnaires, M. Feuchet, lorsqu'il démissionne du comité exécutif, a eu à le dire de manière expresse à Mon Dieu Vision qu'il attendait certaines choses du président qui ne sont plus jamais arrivées et qu'il était bon pour lui de partir. Donc, en fait, le régime de faveur est en train de changer de ce côté-là. On revient à l'orthodoxie légale et réglementaire. Quel erreur commence à quitter le bateau, ça peut se comprendre, mais je pense que lorsqu'un homme s'est fixé un cap, il faut pouvoir qu'il puisse l'atteindre, parce qu'on ne fait pas de l'omelette en cassant les œufs. Sous d'autres cieux, je le dis souvent, on parle de la spoil system, on vient dans une administration avec ces personnes, qu'elles soient défaillantes, qu'elles soient, n'est-ce pas, compétentes, mais toujours est-il qu'on essaie de réaliser sa feuille de route. Ceux qui ne sont pas contents sont libres de partir. Je pense que la FECAFOOT peut en recruter d'autres. Alors, Benjamin, celui qui a inauguré les démissions, c'est Benjamin, votre homonyme d'ailleurs, Benjamin Didier Van Locke. C'était en 2022. Il a peut-être tenu un an seulement. Hein. Et après le projet, il a commencé à douter de la sincérité de ce projet. Il disait dans sa lettre... Cyril a fait 5 mois. Sa lettre, de toutes les façons, est datée du 18 mai 2022. L'élection avait eu lieu c'était le 11, le 21 11 décembre 2021. Alors, entre autres, il disait l'état des lieux de notre management et de notre gouvernance m'amène à douter fortement au regard des événements qui se succèdent, des faits divers qui se multiplient et de l'actualité qui donne à voir sans aucun doute que la Fédération camerounaise de football n'est pas en phase avec le projet qui vous a porté à la tête de cette fédération. Et il poursuivait en disant que le progrès à la FECAFOOT ne peut se réduire à la danseuse du président. Il avait vu le malaise depuis. Hein? Je crois que Benjamin a tout illustré. Voyez-vous, nous vivons là une personnalisation très forte du pouvoir à la FECAFOOT. Les gens ne sont pas recrutés pour servir la FECAFOOT. Pour danser autour du président. Les gens sont recrutés pour servir le président de la FECAFOOT. Empereur incendiaire. Voilà tout.
Non, non, vous n'avez pas lorsque vous êtes recruté, lorsque vous êtes... Non, lorsque vous êtes recruté... Ne dites pas cela. Cyril, vous m'avez posé la question. Bien sûr, c'est pour ça qu'il ne doit lorsque pas vous êtes recruté, vous devez servir le président de la FECAFOOT et non la Fédération camerounaise de football. Moi, c'est pour ça que je vous parle toujours de mon ancienneté dans ce milieu. Les gens ne voyaient pas Iya Mohamed. Il a passé 2 mois sans mettre pied à la FECAFOOT. Mais tout le monde servait la Fédération camerounaise de football, pas l'individu. Mais ceux qui démissionnent aujourd'hui, vous voulez dire qu'à leur recrutement... qu'est-ce qu'il dit? S'il vous plaît, au moment de leur recrutement, ils ne savaient pas que c'était pour servir le président et non la Fédération. Non, ils savaient que c'était... Et quand ils ont voulu servir la Fédération, ça a été difficile alors. Ils savaient qu'il faut servir le président. Mais pourquoi ils le font ici? Mais maintenant, lorsque le président sent que vous ne voulez plus totalement servir l'homme qu'il est, soit il vous affecte. Vous savez? Oui, mais une affectation, tout employé appelé peut être affecté. Vous savez qu'il y a eu un débat. Vous savez qu'il y a eu un débat et toujours les gens ont dit que le chargé de mission n'est pas un poste d'affectation. Vous vous rappelez, on était sur ce plateau. Tout à fait. Nous avons soutenu que non, quelqu'un affecté à Marois, à l'extrême nord. Il doit y aller. Il doit y aller. Mais les gens ont dit non, vraiment, vous ne maîtrisez rien dans le droit. Et le chargé de mission, ça n'existe pas. Effectivement, quand on veut se débarrasser de vous sur le plan politique, on vous affecte chargé de mission partant des directeurs. Chargé de mission à Bamenda, chargé de mission à Gare pour transporter le courrier. Voilà le rôle du chargé de mission. Quand ça ne va donc pas, vous abandonnez. C'est pour les chasser du RDPC. Non, on est j'avais justement expliqué que c'est totalement différent. J'avais justement, merci. Il vaut mieux qu'on reste à la Fédération. J'avais justement expliqué ici que chargé de mission RDPC est totalement différent de chargé de mission. Non, restons à la Fédération. Restons à la Fédération. Pour vous dire donc que les plus chanceux, on les limogé de manière politique, on va dire ça comme ça. On vous nommait chargé de mission quelque part ou bien, c'est pas moi. C'était des promotions garage? C'est pas si c'est une promotion. Quand vous partez de directeur, chargé de mission, c'est une promotion. Garage. Bon. Vous êtes directeur de compétition, vous envoyez chargé de mission à Bamenda, au nord-ouest. En quoi c'est une promotion? Donc, les gens sont venus servir un homme. Mais à un moment, les gens, lorsque vous venez servir un homme, vous attendez quand même que cet homme soit réceptif. Voilà le problème. Mais quand vous partez de coordonnateur de sélection à secrétaire adjoint, c'est une promotion quand même. C'est une promotion, c'est politique. Oui, c'est politique. On vous met secrétaire général adjoint sous quelqu'un à qui vous pouvez pas. Vous savez, il y a des choses qu'on ne va pas dire sur ce plateau quand même. Et on le savait, on l'avait dit ici, Christian. Sur un plateau, on l'avait dit. Que Benoît ne va même pas faire 3 mois. Et il y a beaucoup qui vont partir encore. Qui ne peuvent pas saluer le secrétaire général FECAFOOT. On les connaît. Ils ne se saluent pas. Et en réalité, le message de Benoît ne s'adresse pas aux SG. Il faut le lire entre les lignes. Non, il écrit au président de la fédération, il n'écrit pas au SG. Je dis que là, déjà, il est en train d'incriminer le SG. Mais ce n'est pas le SG qui l'incrimine. Lisez bien le document. Il incrimine qui? Vous allez trouver quelqu'un d'autre qui... Non, dites-nous qui... Ce n'est pas le SG qui l'incrimine, il incrimine quelqu'un d'autre. Mais qui est celui-là? Parce que le SG tient des instructions de quelqu'un. Lorsque le SG dit « je ne vous donne pas de ceci », rappelez-vous lorsque le directeur du cabinet a assuré l'intérim. Lorsque le directeur du cabinet a assuré l'intérim, pendant qu'ils étaient pour l'élection, machin, qui a assuré l'intérim? C'est le directeur du cabinet. Donc, ça a été signé par qui? Les instructions venaient de lui? Ça a été signé par qui? C'est lui qui demande que le SG refuse de collaborer. Je vous dis que le SGA est là, mais on choisit de... Vous savez ce qu'on appelle directeur du cabinet quand même, non? C'est votre vente. Il s'occupe des affaires privées. Allez me construire la maison, allez donner ceci à la famille. Voilà le rôle d'un chef de cabinet. Bon, ça, c'est vous qui définissez ce rôle. Oui, mais voilà le rôle d'un chef de cabinet. Mais lorsqu'il arrive à être secrétaire général par intérim, alors qu'il y a SGA qui est là, il y a quand même un problème. Patrice, quelle lecture vous faites de ces démissions à la FECAFOOT? Je crois que c'est très grave parce que vous savez, lorsqu'on gère une association comme la FECAFOOT, on a un projet qu'on vient implémenter. Sur la base duquel on est élu d'ailleurs. Mais ce qui est important, c'est la qualité de la ressource humaine. Qui est apte à travailler dans le football? C'est ça la question. C'est ça. Ça dit, quand vous répondez à cette question, le débat est clos. À la FECAFOOT, si vous avez un bon secrétaire général, le président peut dormir tranquille. La FECAFOOT actuelle en est à son 3e. J'ai dit bien, si vous avez un secrétaire général efficace, les activités vont suivre, les compétitions vont bien se dérouler. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. On est surpris
Parce que ceux qui se sont retrouvés dans le football par effraction découvrent la réalité du terrain. Ils sont venus pour d'autres objectifs, voyez-vous. Monsieur Benoît Angba a Chouka, je le dis. Pourquoi? Parce que voilà quelqu'un qui était instrumentalisé pour perturber la tanière des Lions indomptables. Comment ça? En tant que coordonnateur. Oui, mais il est coordonnateur, comment vous pensez Alors, qu'il est... il marchait comme un mouton de panurge. On dit monte, il monte, descend, il descend. Il est dans son rôle. Non, je dis vraiment, je dis bien ceci. Et aujourd'hui, il se fait en déclaration, je démissionne, il raconte. Non, je dis bien ceci. Mais il est un adulte, il doit réfléchir. Et aujourd'hui, il paye. Il paye le prix. Il faut qu'il assume. Donc, ça, ce sont les pleurs des responsables qui n'étaient pas à sa place. Il faut le dire. Et ils sont nombreux comme ça qui ne sont pas à leur place à la FECAFOOT. Il faut que les gens le sachent. Je parle même de la qualité de la ressource humaine. Ce n'est pas aujourd'hui que la FECAFOOT est née. Redonner au football sa grandeur. C'est-à-dire quoi concrètement? Voilà l'immeuble siège qui est toujours là, à Ouarda. Pas terminé. Pourtant, l'actuel président avait dit qu'en janvier 2023, il lançait les travaux. Oui, mais il y a des choses. Si on situe les propos dans leur contexte. Voilà les clubs. Voilà les clubs aujourd'hui. Ils sont où? Dans la rue, les clubs. Les arbitres ne sont pas payés. Il y a tellement de problèmes. C'est quoi? Le football jeune ne se joue pas. Le foot jeune. Donc, c'est pour cela que je dis encore ceci. Je dis encore. Lorsque vous gérez une association, le plus important, c'est le football. Ce n'est pas vous. Or, ce qu'on constate à la FECAFOOT, c'est que les gens se battent pour les Lions indomptables. Oui, la vache à lait, parce que c'est l'État qui finance. Là, c'est l'argent facile. Or, le football sur le terrain ne se joue pas. Le foot amateur est où? Il est où? On se bat tous les jours. Non, les Lions indomptables, Marbre, ça fait ceci. Parce que c'est l'État qui finance. Là, c'est très facile. Là, on peut dire non. Il y a des gens, il y a une milice cybernétique qui blocade tout un gouvernement, tout un coach, parce que l'argent doit être facile là-bas. Aujourd'hui est une victime. Donc, en réalité, Cyril, je dis bien, c'est dommage, en 4 ans, c'est difficile lorsqu'on fait le bilan. Vraiment, c'est regrettable parce qu'on a présenté un projet, mais malheureusement, le projet pour lequel on a été élu n'a pas été implémenté. Parce qu'au départ, le casting a été raté. 18 milliards de dettes. D'accord. C'est dommage. Vous l'avez dit. Monsieur Asri, vous dites rapidement. 18 milliards. Rapidement, on est en train de sortir l'émission. Je suis quand même suffisamment étonné de ce que certains sur ce plateau soient quelque peu amnésiques. Le football camerounais a été plaqué, a été, n'est-ce pas, projeté dans l'une des crises les plus graves de son histoire, tout simplement parce que les statuts n'avaient pas été respectés. Vous connaissez ce que l'ensemble de procès Begueninde, premier président de FECAFOOT, nous a entraîné ici. Là. En son temps, le président Iya Mohamed sautait ce premier vice-président pour aller confier les choses à M. Mvek. Pourquoi aujourd'hui on vous dit que le fait pour le président de choisir celui qui assume l'intérim, c'est parce qu'on veut galvauder la fonction fédérale? C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Donc, je dis que c'est peut-être pour cela que Christian dit qu'il faut que les rôles soient clairement définis. Moi, ce que moi je vais relever, c'est qu'à tout le moins, lorsqu'on est en situation de responsabilité, on a quand même un minimum de pouvoir discrétionnaire, de pouvoir choisir à qui on fait confiance, à qui est-ce qu'on ne le fait pas. Tout ce que vous voulez signaler. Mais c'est un scrutin de liste. Il faudrait que cela soit défini par les textes parce que les missions du président de la FECAFOOT en tant que fonction représentative sont encadrées par les statuts. Il n'y a pas un pouvoir univoque. Mais les missions de ses adjoints ne sont pas un pouvoir univoque. N'allez pas parler de scrutin de liste parce que le secrétaire général de liste n'a rien à voir ici. Le secrétaire général de la FECAFOOT est élu sur la base d'un contrat. C'est un employé. C'est un employé. Donc je vous dis que le patron de la FECAFOOT peut choisir à qui il confie cette mission à ses employés. Même pas aux membres du COMEX avec qui il a été élu dans une liste. Il est libre de confier certaines missions à n'importe lequel de ses employés. D'accord. Ils sont pas élus. On est à la fin de l'émission, on ne voit pas le temps passer à 100% foot. On est à la fin de l'émission. On va peut-être se séparer en se donnant, en indiquant ce rendez-vous du 17 mai prochain. Ce sera à Bachenga, dans le département de la Léquié. Les anciennes gloires, les anciens lions indomptables donnent rendez-vous là-bas pour un match de gala à l'occasion de la fête de l'unité. La fête de l'unité, c'est le 20 mai. Donc, dans le sillage de cette fête-là, il y a ce match de gala entre les anciennes gloires, anciens lions indomptables, et une formation de la Léquié. Le match est prévu le 17 mai prochain à Bachenga avec aux manettes pour l'organisation de ce match Joseph Kamga,
lui aussi ancienne gloire du football camerounais. On annonce la présence notamment de Edmond Enoka, Beb Solo, Isaac Sinkot, Nzipakem Victor, Emmanuel Mabouanké-Sak, Dang Dagobert et bien d'autres. Tous ceux-là qui ont écrit les belles pages de l'histoire du football camerounais. Rendez-vous est pris le 17 mai prochain. Ce sera à Batchenga. Rencontre organisée en tout cas avec à la manœuvre, Joseph Kamga, lui-même ancienne gloire du football camerounais. On se quitte en conseillant également cet ouvrage. Jean-Paul Akono qui fait son autobiographie, ancien sélectionneur des Lions Indomptables. Il a des soucis de santé en ce moment. Il est interné à l'hôpital général, c'est connu, mais il avait eu le temps de faire son autobiographie. Mon destin, c'est le titre de l'ouvrage publié aux éditions Namaria. Un ouvrage de 204 pages, 16 chapitres. Il revient sur son parcours, ses exploits, ses déboires, certainement aussi. Ce serait intéressant de se procurer. Patrice Kamdem Djougla. Oui, c'est un ouvrage intéressant, 204 pages et 18 chapitres. Il raconte son histoire de son enfance, en passant par l'INJS, son parcours de footballeur et d'entraîneur. Il a entraîné les Lions Indomptables, il a fait un crochet en Afrique du Sud, avec Orlando Pirates, même au Tchad. Je crois que c'est un ouvrage intéressant qui raconte la vie de Jean-Paul Akono Magnusson. Vraiment, c'est un livre intéressant pour découvrir l'homme. Avant que la maladie, qu'il ne ressurgisse dans la maladie, il avait déjà programmé oui, la dédicace. Normalement, la dédicace, mais ce n'est que partie remise. Bon, oui, c'est vrai que, parce que le problème, c'est qu'on doit changer la prothèse au niveau de son genou droit. C'était une prothèse qui devait durer autour de 10 ans, mais on est allé au-delà. Et malheureusement, il faut remplacer cette prothèse, pas au Cameroun, mais à l'étranger. Et vous parlez de prothèse, ça me fait penser à Souley Onokiolo, qui lui aussi a des soucis de santé. C'est toujours dû à ce déficit de prothèses. Là, il faut de nouvelles prothèses pour Big Soul, comme on l'appelle régulièrement. On espère qu'il en trouvera. Merci, Maître Éric Vissot, d'être venu sur le plateau. C'est moi qui vous remercie. Je pense que nous avons été à la hauteur de l'échange de ce soir. Vous avez toujours été à la hauteur. Permettez-moi de rendre justement ce vibrant hommage à M. Jean-Paul Akono, auquel je pourrais souhaiter prompte guérison, pour dire que c'est de tels ouvrages qui sont de nature à pouvoir susciter de l'émulation auprès de la jeunesse. M. Jean-Paul Akono apparaît aujourd'hui un peu comme un phare qui éclaire, n'est-ce pas, le paquebot de jeunes qui veulent, n'est-ce pas, faire dans les métiers du sport, dans cet océan de l'emploi. Il aurait été dans tous les secteurs. Il a été joueur, il a été international, il a été sélectionneur. Aujourd'hui, il est dirigeant au CTF de l'Africa Foot. Je pense qu'il aurait fait l'ensemble, n'est-ce pas, des divers de l'Africa Foot. C'est monsieur football dans son élément. Je pense que cet ouvrage est à lire. Je le recommande à beaucoup. Mon destin, c'est le titre de l'ouvrage. Merci Christian d'être venu sur le plateau. Merci Cyril et merci à ceux qui ont pris le soin de nous regarder ce soir. Je pense que rendez-vous dans 5 mois. Je pense qu'il va falloir changer de paradigme. On verra bien. Il faut changer de braquet. Le football camerounais ne se porte pas du tout bien. 18 milliards de dettes aujourd'hui, cumulées. Il faut changer un nouveau paradigme. Et je pense qu'il y a une autre option qui se pose sur la table. Et faire comprendre au président de club que c'est vous qui avez la clé du destin. C'est vous qui désignez. Certainement, le 11 décembre 2021, il y a eu 8 traîtres qui nous ont plongés dans cette situation. Non, pourquoi 8 traîtres? Mais oui, écoutez, pour moi, traîtres parce qu'ils ont trahi, secret et libre. Ils ont trahi ils ont choisi leur candidat. Ils ont trahi le viatique. Ils ont trahi le viatique. Ils ont trahi le viatique des valeurs olympiques. Et à partir de ce moment, il est question de faire confiance à une nouvelle équipe. Et je pense que on verra s'il n'y aura pas d'autres traîtres en décembre prochain. Ce que j'en doute, non, ils ne sont pas les mêmes, pas du tout. Et je pense que sous l'égide d'un nouveau management différent, parce qu'il y a des Camerounais très compétents. Ça passe par les élections, on verra bien. Naturellement, ça va de soi. Benjamin, merci d'être venu sur le plateau. Merci Cyril, beaucoup de courage à Magnus. Vous savez, il a été secrétaire général de la Ligue provinciale du Centre. Provinciale, je précise. On parlait de province beaucoup de courage à Magnus et beaucoup de courage à notre ami, mon petit frère Ayomba Albert, qui est sorti de l'hôpital et qui continue sa convalescence à la maison. Mais il faut rassurer que ça va nettement mieux. J'ai été avec lui hier et la semaine, presque tous les 2 jours, je suis là. Donc il va nettement mieux. Aux arbitres qui sachent que leur aîné, Albert, se porte nettement mieux. Il est à la maison. Il est hors de danger. Patrice, merci d'avoir été là une fois encore. Merci infiniment. Je crois que c'était un débat républicain. Il faut rappeler tout simplement que le football est un sport roi. Je suis d'accord, mais c'est un sport qui peut nourrir son homme. Et pour que le foot nourrisse son homme, il faut que les gens prennent conscience.
que ceux qui dirigent bien, que les acteurs, au moment venu, se lèvent pour effectivement dire c'est terminé et que ne passe pas le temps à pleurnicher, à eux de choisir et à eux de prendre le destin en main. Le football, c'est un sport qui produit la richesse. Merci à tous les quatre d'être venus sur le plateau de 100% Foot. On va dire merci à tous les téléspectateurs qui ont regardé cette autre livraison de 100% Foot. Merci aux équipes techniques de Douala à Yaoundé, réunies autour du réalisateur de ce soir spécifiquement, Emmanuel Diop. On va se retrouver mardi 22h30, lundi 21h. Restez sur les programmes d'Equinox Télévision. Bonsoir.